Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale de Sénat 360 consacrée à l'examen du projet de loi Asile et Immigration. Les débats ont commencé dans l'hémicycle il y a 2 heures en l'absence de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur qui est à Berlin avec Emmanuel Macron sur cette question migratoire précisément. La droite sénatoriale va défendre ses propositions pour, selon les mots du rapporteur, moins accueillir mais mieux accueillir. La gauche, quant à elle, dénonce un projet de loi dangereux et durci par la majorité ici à la Haute Assemblée. On va bien sûr revenir sur les enjeux de ce texte avec les temps forts de la séance, mais aussi les réactions et le décryptage et l'analyse en plateau avec mes invités tout au long de cette édition spéciale. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour m'accompagner. Cet après-midi, on retrouvera également Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat et Tam Tranui depuis la tribune de presse de l'hémicycle, le multiplex. C'est tout de suite. C'est donc Jacqueline Gourault, ministre auprès de Gérard Collomb, qui est venue défendre la position du gouvernement sur ce texte très important, selon l'ancienne sénatrice, qui a rappelé que la crise migratoire en Europe était loin d'être terminée. Elle a aussi rappelé, chiffre à l'appui, que le système d'asile et d'immigration en France était encore fragile. Écoutez. L'enjeu qui nous réunit aujourd'hui est tout à fait décisif pour la France et pour les Français, bien sûr, pour lesquels le sujet migratoire est une des préoccupations principales, mais aussi plus largement pour l'avenir de l'Europe. On voit aujourd'hui quelles positions sont en présence. Il y a d'une part ceux qui veulent accueillir tous ceux qui le souhaitent, qui nient jusqu'à l'existence même des frontières. C'est là, chacun le comprend, une impasse, car l'Europe ne pourra jamais faire face au doublement, par exemple, de la population de l'Afrique. Il y a ensuite ceux, et ils sont de plus en plus nombreux en Europe et en France, qui rejettent tout accueil, y compris celui de ceux qui fuient la guerre et la persécution. Cela est en tout point contraire à l'histoire européenne et jamais nous ne pourrons accepter que le droit d'asile soit remis en question. Notre responsabilité à nous, la France, est de porter une ligne empreinte de fermeté et de justice, d'efficacité et d'humanité, fidèle aux valeurs de la République et fidèle aux valeurs de l'Europe et dont l'Europe a bien besoin aujourd'hui. Voilà l'enjeu à la hauteur duquel nous devons nous hisser. Nous sommes regardés par les Français, par nos partenaires, par les Européens. Je suis convaincue, mesdames et messieurs les sénateurs, que nos débats seront à la mesure de la responsabilité qui est celle de la France aujourd'hui. Et du côté de la majorité sénatoriale, c'est François-Noël Buffet, rapporteur LR de ce texte, qui a exposé le contre-projet des sénateurs. S'il assume avoir durci la version gouvernementale, il a également souligné que l'intégration était le parent pauvre de ce projet de loi. On l'écoute. Face à ce texte tel qu'il est arrivé de l'Assemblée, le Sénat et la Commission des lois a essayé d'apporter une sorte de ligne directrice. Cette ligne directrice se traduit de la manière suivante. Tout d'abord, une volonté très ferme en matière de traitement de l'immigration irrégulière, mais aussi la volonté affichée de préserver les droits accordés en matière d'asile et de respecter les procédures. Et puis enfin, de conforter le secteur de l'intégration qui jusque-là n'était pas évidemment traité, sans parler que la Commission a rajouté bien évidemment des éléments sur le traitement des mineurs, mais aussi sur la situation ultramarine de Mayotte. On nous reproche, et je lis de ci de là, que nous avons durci le texte. Bien sûr que nous avons durci le texte. C'est un choix. C'est un choix qui est que vous ne pouvez pas avoir une immigration régulière et un traitement de l'asile qui soit fait dans de bonnes conditions au profit de ceux qui doivent en bénéficier, si l'on n'est pas capable d'avoir un discours ferme à l'égard de ceux qui viennent irrégulièrement sur le territoire et qui veulent y rester. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu que toute demande d'asile, refus de demande d'asile à caractère définitif vaudra obligation de quitter le territoire national. C'est pour ça que nous demandons et nous disons qu'il faut que le gouvernement négocie le nombre de visas long séjour avec les pays sources en fonction des laissez-passer consulaires qui nous sont accordés. Sinon, il n'y aura pas d'efficacité et tout le monde le sait sur l'ensemble de ces bancs. Qu'il faut réorganiser la rétention administrative, bien sûr.
moins sur la durée que sur le séquençage absolument nécessaire. L'intervention du JLD à 5 jours me paraît absolument nécessaire. Enfin, nous avons évidemment complété le texte en indiquant qu'il fallait sanctionner plus sévèrement les étrangers délinquants, bien évidemment, mais surtout refuser d'affaiblir le délit d'aide à l'entrée au séjour irrégulier sur le territoire, tel que cela a pu être fait à l'Assemblée nationale. On va tout de suite retrouver Tam Tranui qui suit pour nous les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Tam, alors on le disait, c'est Jacqueline Gourault qui est venue ouvrir le débat. Cet après-midi, Gérard Collomb n'est pas là pour défendre son projet de loi devant les sénateurs. Et oui, puisque le ministre de l'Intérieur est en Allemagne, vous l'avez dit, non loin de Berlin, où il accompagne Emmanuel Macron au Conseil des ministres franco-allemands. La question migratoire est d'ailleurs centrale lors de cette rencontre entre le président de la République français et la chancelière allemande Angela Merkel. Et c'est d'ailleurs en rappelant cette situation que Jacqueline Gourault a commencé son discours lors de la discussion générale et qui a d'ailleurs excusé le ministre de l'Intérieur, Jacqueline Gourault, qui s'est exprimée de façon assez lisse tout à l'heure, loin des sorties droitières, souvent pleines de provocations de Gérard Collomb, qui, je le rappelle, a parlé il y a quelques semaines devant les sénateurs de benchmarking des migrants, qui a parlé plutôt de submersion des migrants devant les députés. Jacqueline Gourault, elle, tout à l'heure, a d'abord exposé des données précises sur lesquelles d'ailleurs tout le monde est d'accord. La baisse des demandes d'asile au niveau européen et le cas français qui lui est à part, qui voit les demandes d'asile augmenter plus 17% depuis l'année dernière. Elle a également décrit un dispositif d'accueil français des demandeurs d'asile engorgé. Elle a rappelé les campements de fortune qui se multiplient avant de défendre mordicus l'équilibre du texte entre fermeté et humanité. La ministre a aussi d'emblée fermé la porte à certains durcissements du Sénat, ce contre-projet de la Chambre haute que tout à l'heure on a pu entendre François-Noël Buffet défendre, notamment l'instauration des quotas, la disparition de l'aide médicale d'État remplacée par l'aide médicale d'urgence ou bien encore le rejet définitif de demandes d'asile qui vaudrait obligation de quitter le territoire français. Tout cela, je le disais, de façon plutôt calme, sans trop quitter sa feuille des yeux, mais cela ne va certainement pas refléter l'ensemble des débats qu'il va y avoir toute cette semaine, des débats qui s'annoncent longs, enflammés, qui seront en présence de Gérard Collomb dès demain. Merci à vous Tam et on vous retrouve bien sûr tout au long de cette édition spéciale. Alors on va voir à présent ce qu'il y a dans le texte du gouvernement avec Béatrice Fazan qui nous en présente les principales dispositions. Trop répressif pour la gauche, trop souple pour la droite. Mais que contient le texte de loi Asile et Immigration porté avec tant d'ardeur par Gérard Collomb? En surface, le gouvernement entend maîtriser l'immigration et réussir l'intégration. Ce projet de loi donc facilite les éloignements. Il accorde aussi, vous le verrez, parce que c'est l'honneur de la tradition d'accueil de la France, des protections nouvelles aux plus vulnérables. Et cela passe tout d'abord par l'accueil. Parmi les mesures phares, la réduction de la durée de traitement des demandes d'asile, passant de 11 à 6 mois. Le titre de séjour prolongé à 4 ans au lieu d'1 an pour les apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire. Autre article clé, l'extension du droit au regroupement familial d'un mineur à ses frères et sœurs. Dans le cas des mineurs, le gouvernement souhaite aller dans le sens des sénateurs en créant un fichier national pour les regrouper. Quand vous n'avez pas été reconnu mineur dans un département, vous pouvez aller dans le département voisin et la procédure recommence parce que vous n'êtes pas fiché. Et que effectivement le fait d'avoir un fichier national qui permette de savoir si la personne elle a déjà été jugée mineure ou majeure, ça économise déjà beaucoup d'argent. En ce qui concerne l'immigration irrégulière, le gouvernement souhaite accélérer les procédures d'expulsion, appelées éloignement. La durée de séjour en centre de rétention passerait ainsi de 45 à 90 jours. L'autre gros dossier, le délit de solidarité. Le Sénat a supprimé son assouplissement. Le gouvernement entend le rétablir. Et on va voir à présent comment chaque groupe du Sénat appréhende ce texte, à commencer par les LR avec Quentin Calmy. Derniers ajustements ce matin aux réunions de groupe.
Pour la majorité sénatoriale de droite et du centre, le texte du gouvernement n'allait pas assez loin. Républicains, centristes et indépendants disent avoir musclé le texte en commission. L'union de la droite et du centre se fait autour d'une politique qui soit à la fois une politique exigeante du point de vue de l'efficacité dans la gestion des flux migratoires, mais aussi une politique d'équilibre qui comporte un volet de développement économique, un volet de négociation européenne, un volet de renforcement de l'Union européenne et un volet national que nous devons mettre en œuvre à travers cette nouvelle loi sur l'asile et l'immigration. Lutte contre la fraude des migrants aux allocations, modification de l'aide médicale d'État ou encore limitation des visas pour les pays les moins coopératifs lors des reconduites à la frontière. Sur toute une série de sujets, la droite sénatoriale a largement durci le texte. Des ajustements très techniques selon les sénateurs indépendants, République et Territoire. Il n'y aura pas de différence idéologique avec les Républicains. On ne peut pas dire que nous allons régler le problème de l'asile et de l'immigration à travers ce projet de loi. Je crois qu'il faut être sans doute beaucoup plus ambitieux et que cette ambition soit portée à l'échelle internationale et notamment à l'échelle européenne. L'Europe, grand oublié du projet de loi du gouvernement, c'est pourtant à cette échelle qu'il faut agir sur l'immigration, selon les sénateurs centristes, et l'actualité des derniers jours le prouve. Ces mesures, elles devraient être prises au plan européen, malheureusement. Je suis, avec mes amis du groupe centriste, très favorable à la construction européenne, mais force est de constater que l'Europe a failli. Et ce qui se passe aujourd'hui en Italie, pardon, c'est la faute de l'Europe. Dublin, l'absence d'action et d'implication de l'Europe est une grande difficulté pour tous les pays. Des sénateurs centristes qui entendent toutefois rester vigilants. Ainsi, ils annoncent qu'ils s'opposeront à d'éventuelles nouvelles mesures de surenchère que pourraient présenter les Républicains au Sénat. Et on continue les réactions au Sénat à ce projet de loi Asile et Immigration. Avec vous, Saveria Rojek, avec votre premier invité aujourd'hui, c'est le président justement du groupe LR au Sénat, le sénateur Bruno Retailleau. Absolument. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Les Républicains, votre groupe, sont accusés de faire de la surenchère sur ce projet de loi. C'est déjà un texte qui est dénoncé comme l'un des plus durs jamais adoptés. Vous répondez quoi? Est-ce que la majorité sénatoriale, au contraire, elle a cherché un équilibre? Bien sûr qu'on cherche un équilibre. On cherche à traiter un problème qui est en train de secouer toute l'Europe jusqu'à une possible dislocation. Et partout dans l'Europe de l'Est, mais dans l'Europe du Sud, l'Italie, dans l'Allemagne et même en France, les peuples souhaitent que leurs élus s'emparent de ce sujet pour le traiter. Pourquoi? Parce que nous sommes à la veille d'un grand chambardement démographique, d'un choc démographique sans précédent. D'ici la fin du siècle, l'Europe va perdre 100 millions d'habitants. L'Afrique va en gagner 2 milliards. Donc quand vous avez deux zones, haute pression d'un côté, sous pression de l'autre, vous aurez bien sûr de grandes migrations. Et aujourd'hui, on atteint la limite du possible et de la capacité d'accueil de l'Europe et de la France. Vous reprenez les propos à l'instant de la ministre Jacqueline Gourault, à l'instant à la tribune. Néanmoins, pour revenir au texte sénatorial, assimiler un rejet de demande d'asile à une obligation de quitter le territoire ou encore refuser d'assouplir la législation sur le délit de solidarité, est-ce que tout ça, c'était vraiment nécessaire? C'est ce que nous avons toujours plaidé. Le droit d'asile est un droit sacré. Simplement, si on veut le maintenir, il ne doit pas être dénaturé. Or, vous savez parfaitement, le grand public, les Français savent parfaitement que le droit d'asile, aujourd'hui, est un prétexte, notamment pour les passeurs, qui font du trafic d'êtres humains, de détourner justement les règles de la République. Eh bien, lorsque le droit d'asile a échoué, lorsque la personne ne peut pas avoir le droit de réfugié, c'est parfaitement normal qu'il y ait une obligation de quitter le territoire. Sinon, à terme, on mettra en cause la substance même, c'est-à-dire le droit d'asile. Est-ce que vous avez le sentiment que dans ce texte, il y a une volonté de décourager justement les demandeurs d'asile de venir en France? En tout cas, il y a une volonté qui est très claire. Comment se fait-il, par exemple, qu'une grande partie des demandeurs d'asile en 2017 viennent de l'Albanie? Est-ce que l'Albanie, aujourd'hui, connaît des problèmes, est à feu et à sang? Non. Donc on voit bien qu'il y a ce détournement. Donc je crois qu'il faut mettre un haut là, et je pense que ce que nous demandent les Français, c'est de faire en sorte que
l'immigration ne soit pas subie, mais qu'elle soit maîtrisée. Donc il est possible de concilier fermeté et solidarité. C'est ce que nous souhaitons faire. C'est ce que nous souhaitons faire. C'est ce que ne fait pas, par exemple, le gouvernement. Le gouvernement montre les muscles, mais en réalité, il ne met pas en question, par exemple, la circulaire Valls qui a augmenté de 30% la régularisation des clandestins. Il augmente encore le regroupement familial, etc., etc. Nous allons, par exemple, passer et proposer qu'on arrête l'AME pour la transformer en véritable aide médicale d'urgence, parce que là aussi, c'est un procédé qui est dévoyé. Très bien, merci beaucoup. Merci Bruno Retailleau d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci à vous, Saméria, pour cette première réaction. Alors à présent, voyons comment, à gauche, la version initiale du gouvernement, tout comme celle modifiée par la droite sénatoriale, ont été jugées dangereuses. Les explications de Samia Dechir avec Julie Hulin. Contre le projet de loi Asile et Immigration, des sénateurs de gauche ont mêlé leur voix à celle des associations ce matin. À commencer par le groupe communiste, totalement opposé au texte arrivé aujourd'hui au Sénat. C'est un texte qui, pour nous, fait honte à la République. Pour la première fois, on mêle asile et immigration dans un texte de loi. On met à bas la devise de la République française qui est liberté, égalité, fraternité. Comme le groupe communiste, celui des radicaux s'oppose au durcissement du texte par la majorité sénatoriale. De nouveaux éléments ont été introduits en commission, comme le durcissement des conditions du regroupement familial. Ce texte est inutile et a priori, l'ensemble du groupe RDSE ne se prononcera pas en faveur d'un texte qui a été considérablement durci. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler la question migratoire. Une position partagée par les sénateurs socialistes. Le groupe s'opposera aux dispositions introduites par la majorité sénatoriale. Il proposera également des amendements pour assouplir le texte, comme l'abrogation du délit de solidarité. Il n'est pas normal que des gens soient aujourd'hui condamnés pour avoir aidé des personnes dans le besoin. Donc nous proposons une nouvelle définition du délit de passage, en fait, entre guillemets. Les trafiquants doivent être correctement et sérieusement punis, mais pas ceux qui, ceux qui commettent des aides solidaires. Les sénateurs socialistes veulent également interdire le placement de mineurs en centre de rétention ou encore rendre effectif le droit au travail des demandeurs d'asile. Et on continue les réactions au Sénat avec vous, Saveria Rojek. Vous êtes avec la sénatrice écologiste rattachée au groupe communiste du Sénat, Esther Benbassa. Bonjour Esther Benbassa. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes bien sûr très opposée à ce texte Asile-Immigration. On le sait, la France bafoue le droit d'asile, ignore les exilés. En quoi ce projet de loi est indigne des valeurs de la République ? Il est indigne d'abord parce que c'est un texte qui ne prend pas en considération les conventions internationales et qui s'adresse aux réfugiés, donne cette idée qu'ils sont rien du tout, c'est des sans-rien qui encombrent le pays. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce sont nos semblables, ce sont des êtres comme nous, il y a des conventions internationales, il faut un meilleur accueil, mais on a l'impression que si l'accueil est meilleur, il y aurait plus de migrants qui viendraient. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais moi, je vais dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe en France n'est pas seulement indigne. La France a eu d'autres épisodes d'accueil qui étaient semblables à celui-là, mais néanmoins, là, on a dépassé les bornes. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y aura pas de solution si on ne prend pas une décision européenne avec une répartition juste et équitable des exilés dans différents pays européens. Vous parlez de quotas ? Je ne parle pas de quotas, je parle d'une répartition suivant, peut-être, ce n'est pas des quotas, le nombre d'habitants, etc. Vous savez, tout ça se fait, ce n'est pas inhabituel. Nous avons vendu nos exilés à la Turquie, nous les avons sous-traités par la Turquie, on sait que ça n'a donné aucun résultat. Quand le gouvernement, pour parler d'une affaire qui a beaucoup marqué les esprits, quand le gouvernement déclare qu'il n'a pas voulu ouvrir de port en France pour l'Aquarius pour ne pas créer de précédent d'appel d'air, l'appel d'air c'est vous venez d'y faire référence. Est-ce que ça, c'est inaudible comme argument ? Pourtant, la gestion des flux migratoires, elle ne peut pas se faire qu'avec des bons sentiments.
Écoutez, il n'y a pas de bons sentiments. Il y a des périodes graves et des périodes moins graves. La France a connu d'autres migrations, d'autres réfugiés, les réfugiés espagnols, les réfugiés juifs, les réfugiés asiatiques, les Vietnamiens en particulier, qui échappaient au communisme. Les migrations se gèrent. Alors, ce n'est pas des bons sentiments. C'est quoi? C'est quand même, je ne parlerai pas de richesse, mais la France est faite de ces personnes venues d'ailleurs, qui ont pu s'intégrer, d'autres moins. Mais aujourd'hui, on n'évitera plus les migrations. Nous sommes dans les migrations mondialisées, transnationales. Il y aura les réfugiés climatiques bientôt. Il faut trouver un modus vivendi pour gérer l'accueil et pas le gérer à bas prix et exaspérer les Français qui se mettent à rejeter les exilés parce qu'ils ne sont pas bien accueillis, qui sont sous les métros ou sur les rives des canaux. Une question qui se gère au niveau européen. Merci beaucoup. Merci à Stan Van Bassa d'avoir répondu aux questions. Merci. Merci à vous, Samaria, pour cette nouvelle réaction. Et on va continuer d'analyser les enjeux de ce projet de loi et de comprendre les modifications apportées par la Haute Assemblée avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Françoise Laborde, sénatrice RDSE de la Haute-Garonne. Bienvenue à vous. Jérôme Bascher, sénateur LR de l'Oise, et Jacques Bigot. Bonjour, vous êtes sénateur socialiste du Bas-Rhin. Première question pour vous, Françoise Laborde, puisqu'on a vu Jacqueline Gourault défendre finalement la position du gouvernement, estimant qu'il fallait avoir un discours de vérité, regarder avec courage et bien objectivité la situation en face. Elle estime aujourd'hui que le système d'asile en France est beaucoup trop fragile. Ce sont ses mots. Alors je l'ai écoutée avec beaucoup d'attention parce que bon, elle était là en lieu et place donc du ministre de l'Intérieur, mais nous l'excusons parce que c'est aussi... Il est effectivement à Berlin avec Emmanuel Macron, voilà, sur cette question migratoire. Sur cette question, donc nous l'avons écouté avec d'autant plus d'attention. Moi j'ai pensé que cette loi, j'ai envie de dire énième loi, pourrait ressembler à une loi d'affichage et elle est très technique. C'est quand même la 16e ou la 16e texte depuis 1980 et 16e texte majeur parce que je crois qu'il y en a eu des petits rajoutés entre deux. Donc oui, ça prouve qu'il y a une fragilité et que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à avoir quelque chose qui gère cette immigration. Par contre, c'est vrai que nous... Pourquoi on n'y arrive pas, Françoise Laborde, selon vous? Pourquoi il faut une nouvelle loi? Alors pour moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette nouvelle loi. Justement parce que l'on refait, si vous regardez, vous avez 9 catégories des mesures d'éloignement, 6 régimes distincts d'assignation à la résidence, 17 catégories de titres de jour. Donc je ne sais pas ce qu'on va simplifier et améliorer. Il faut pourtant réduire aujourd'hui les délais d'instruction de l'asile en France. Ça, vous êtes favorable? Alors là, je suis complètement favorable. Il faut mettre en place des processus d'accueil, d'intégration, parce que j'ai quand même été d'accord au moins sur une chose avec le sénateur rapporteur des lois, M. Buffet, sur notre mode d'intégration qui est vraiment plus que dérisoire et inefficace, ne serait-ce que l'apprentissage de la langue. Donc là-dessus, je suis d'accord avec lui. Par contre, j'ai beaucoup apprécié que Mme Gourault dise, excusez-moi chers collègues, qu'elle n'était pas d'accord avec tout ce qui avait été mis par la majorité sénatoriale, donc plutôt les Républicains, qui durcit la loi. Parce que nous, donc vous l'avez vu dans mon collègue RDSE qui a pris la parole tout à l'heure, Guillaume Arnel, nous sommes quand même, le RDSE fait rarement beaucoup d'amendements. Mais là, nous avons voulu amener notre contribution parce que nous pensons que ces durcissements ne sont pas nécessaires. Justement, Jérôme Bascher, parce que c'est un petit peu paradoxal pour le parti Les Républicains que vous représentez ici. D'un côté, vous dénoncez ce volet intégration parent pauvre de ce texte, c'est ce qu'a dit François-Noël Buffet, tout en musclant, en assumant d'avoir durci ce texte. C'est compatible justement ces deux volontés de la majorité sénatoriale? Alors c'est d'autant plus compatible que c'est raisonnable. C'est compatible parce que nous souhaitons moins accueillir, c'est certain, mais mieux accueillir. Car aujourd'hui, on accueille, bon gré mal gré, des migrants, des demandeurs d'asile, et il faut bien distinguer les deux volets dans cette loi. Attention, il y a bien deux volets, mais ces deux volets sont effectivement plutôt traités de manière très technique. C'était une loi technique et on a voulu en faire un totem politique.
Je pense qu'il y a beaucoup de mesures là-dedans qui s'apparentent à des mesures de volonté plus qu'à des mesures réalistes. Je vais prendre l'exemple de l'asile. Je veux dire, il y a 10 ans, je n'étais pas sénateur, mais Philippe Dallier l'était et a déjà fait un rapport sur le sujet. Et il disait déjà, cela fait bien longtemps que 6 mois, c'est beaucoup trop long pour faire la demande d'asile. Il a dit, c'est beaucoup trop long, ce n'est pas normal. Depuis, tout le monde l'a dit. Là, on dit on va mettre 4 mois, mais rien ne le fait, rien ne le permet. Instruire un dossier de demandeur d'asile, j'ai travaillé dans ce secteur, je le connais bien, eh bien, vous ne pouvez pas décemment, pour des migrants qui ont parfois des parcours compliqués, exprimer leur dossier en si peu de temps. Donc il y a beaucoup de discussions et d'incantations et peu de réalité. Vous nous dire que le délai d'instruction aujourd'hui est environ situé entre 14 et 11 mois. Le gouvernement veut le passer à 6 mois. Ça vous paraît irréalisable? 4 mois qui est prévu dans la loi et même pas 6. C'est absolument irréalisable dans les effectifs actuels, d'une part de la CNDA et d'autre part des travailleurs sociaux qui ont en charge cela. Donc il y a beaucoup de déclarations de principe et on est tous d'accord, je crois, là-dessus. 4 mois, ce serait l'idéal. Mais c'est totalement irréaliste. Donc, c'est une loi un peu trop technique et pas assez réaliste. On sait que le gouvernement affiche un objectif à la fois de fermeté, mais aussi d'efficacité sur ce texte. Vous savez, je crois qu'il faut s'en référer à ce que Gérard Collomb a dit lorsqu'il a été auditionné par la commission des lois. Il nous a dit, on sent bien que les demandeurs d'asile font leur benchmark. Derrière, les passeurs organisent ce benchmark. Et donc sa volonté, quelque part, on l'a bien senti, c'était de lutter contre le benchmark pour donner le sentiment que pouvoir entrer en France était difficile. Et puis on a 2 sujets. On a effectivement... Vous avez été choqué par ces propos du ministre de l'Intérieur? Absolument, parce que le vrai sujet, c'est les personnes. Bien sûr qu'elles se font exploiter et avoir par des passeurs, mais elles n'envisagent pas ou de venir elles-mêmes ou d'envoyer leur enfant mineur isolé sans raison et sans motivation. On ne quitte pas son pays si on y est bien. On quitte son pays parce qu'on a l'impression qu'économiquement on ne s'en sort pas, qu'on est en situation de guerre, etc. Et vous ne pouvez pas demander à ces gens, depuis leur pays, de se dire « Attendez, est-ce que juridiquement, je suis dans la situation de pouvoir demander l'asile ?» Bon, ils ne vont pas voir un avocat dans leur pays pour essayer de se renseigner sur la situation du droit applicable en Europe. Et donc, effectivement, on se retrouve avec des gens qui ont demandé l'asile et qui... peut-être ne le peuvent pas. Tout à l'heure, j'entendais Bruno Retailleau dans votre reportage parler de l'Albanie. C'est évident qu'aujourd'hui, juridiquement, l'Albanie est considérée comme un pays sûr, parce qu'il est politiquement sûr. Oui. Mais il y a un tel problème de mafia en Albanie. Moi, j'ai le cas à Strasbourg, d'une femme professeure d'anglais dans son pays qui enseignait dans un lycée et qui est venue chercher refuge en France, qui n'obtient pas son statut de demandeur d'asile parce que l'Albanie est un pays sûr, mais qui dit « Moi, j'ai vu des gamins au lycée se faire tuer par des mafieux. Je ne veux pas que mes enfants y soient. » Et son fils est en train de réussir son bac et de faire des études en France. Voilà la réalité de l'Albanie. Avant cela, si vous voulez bien, Jérôme Bascher, on va retourner dans l'hémicycle puisque Tam Tranui suit les débats pour nous, Tam, et on a entendu des explications de vote autour de 2 motions qui viennent d'ailleurs d'être rejetées, à commencer par celle portée par Éliane Assassi. Et oui, 2 motions, l'une défendue par la présidente du groupe communiste, Éliane Assassi, vous l'avez dit, la seconde était défendue par Jean-Pierre Sueur, ex-président socialiste de la commission des lois. Toutes les 2 demandent à ce qu'on s'interrompe dans l'examen du texte dans l'hémicycle, pas tout à fait pour les mêmes raisons. Alors on va s'intéresser à la motion d'Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste, qui a débuté son discours par une forme d'attaque aux propos de Gérard Collomb sur le fameux benchmarking des migrants. Et elle a dit non, il n'est pas réel que les migrants qui veulent aller dans des pays européens fassent une réelle comparaison entre ces pays. On écoute Éliane Assassi. Ces femmes et ces hommes qui migrent ne le font sûrement pas pour le bénéfice de telle ou telle aide sociale qu'ils compareraient selon les pays. Madame la ministre, lorsqu'on essaie de fuir la violence, la torture, la guerre, la famine, les catastrophes écologiques, quitter son pays, sa famille, ses amis parfois, est une vraie souffrance. Pourtant, rien ne décourage ces femmes et ces hommes qui cherchent simplement à vivre ailleurs, car contraints. Rien. Pas même la violence des frontières qui se ferment devant eux. La fonte des neiges dans les Alpes nous l'a récemment révélé en laissant derrière elle les dépouilles de corps de migrants contraints d'emprunter des détours en pleine montagne. Les mêmes que certains extrémistes nationalistes chassaient fièrement à bord d'hélicoptères il y a peu,
les mêmes que d'autres citoyens plus fidèles aux valeurs de notre République aident en toute fraternité avant d'être traînés devant les tribunaux. Un discours donc plein de passion, chargé d'images fortes en introduction pour Éliane Assassi et le groupe communiste qui, sinon, juge que le projet de loi examiné dans l'hémicycle toute cette semaine est contraire au droit d'asile tel qu'il est défini dans la Constitution, qu'il est également contraire au droit au recours effectif des demandeurs d'asile fixé, lui, par la Convention européenne des droits de l'homme. La motion cite aussi le placement des Dublinés en rétention, les mineurs en rétention ou encore en zone d'attente. Tout cela est contraire aux obligations conventionnelles de la France. Face à elle, on a pu entendre le sénateur Les Républicains Jean-François Rapin qui a lui fait valoir tous les apports du Sénat pour plus d'humanité dans le texte, autant d'éléments pour lui qui font que ce projet de loi n'est pas contraire à la Constitution. On l'écoute. Le gouvernement a voulu réduire le délai de recours des demandeurs d'asile de 30 à 15 jours. Jugé attentatoire aux droits des demandeurs d'asile et qui plus est inefficace pour lutter contre l'immigration irrégulière, notre rapporteur a décidé de supprimer cette diminution drastique. Je souhaiterais également attirer votre attention sur un point particulier des apports de la Commission qui me tient à cœur, celui des mineurs isolés. Je tiens à féliciter la Commission pour sa prise de position sur ce sujet. L'interdiction de placement en rétention des mineurs isolés est une avancée majeure. Alors certes, le Sénat agit comme garant des libertés pour plus d'humanité sur un certain nombre de points que Jean-François Rapin a cités, notamment la question des mineurs, mais bien sûr, dans l'ensemble, la majorité sénatoriale a avant tout durci très largement le texte, on l'a bien dit tout à l'heure. Sachez qu'en tout cas, la motion du groupe communiste a tout à l'heure été rejetée par 92 voix pour la motion seulement et 254 voix contre. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions. On continue l'analyse à présent en plateau de ce projet de loi. J'accueille Philippe Bonnecarrère. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur centriste du Tarn. On évoquait justement le début de la discussion générale. Vous soutenez la version modifiée par la commission des lois du Sénat ? Nous soutenons effectivement avec mes collègues centristes plutôt cette version. Nous sommes sur une ligne d'équilibre. Ni surenchère, ni angélisme. Ceci étant, je précise quand même préalablement, pour relativiser les choses, que, à notre sens, peut-être j'aurai l'occasion de le développer, nous considérons que le débat sur les questions de migration est un débat européen et que c'est une erreur de le placer uniquement au niveau franco-français, que l'on parle de protection de nos frontières, que l'on parle de Frontex, de Schengen, que l'on parle de la définition du droit d'asile, de la reconnaissance mutuelle entre les États, les juridictions des différents États, que l'on parle d'aide au développement, tous ces sujets sont aujourd'hui des sujets à l'échelle européenne. Donc nous sommes assez favorables à l'équilibre proposé par le gouvernement et la Commission sur le texte, mais nous considérons que dans l'échelle des facteurs de l'importance de traitement, c'est un sujet quand même un peu secondaire par rapport au sujet central, qui est la manière dont nous traitons ça à 27 ou 28 dans un contexte européen dont je ne vous cache pas l'exceptionnelle gravité à l'heure présente. Françoise Laborde, on va revenir sur la position de la Commission des lois. On a parlé de textes équilibrés. Est-ce qu'il y a un paradoxe, selon vous, à vouloir à la fois défendre certaines libertés, le droit des mineurs étrangers, tout en revendiquant avoir durci ce texte pour lutter davantage contre l'immigration irrégulière ? Alors, je crois que la difficulté, en effet, c'est de mettre réellement une définition. On l'a bien vu dans ce que je vous disais précédemment, le nombre de types d'immigration, etc. Et donc, je pense que toute la difficulté est là, parce que d'un côté, nous voulons plus ou moins quand même contraindre les entrées sur notre territoire, et d'un autre côté, nous nous disons
il faut garder notre esprit du pays des droits de l'homme. Et je crois que c'est la réelle question. Alors après, on y répond de façon différente. Et c'est vrai que notre groupe, par rapport aux enfants, aux mineurs isolés, aux familles, un certain nombre de personnes comme ça, on est un peu plus peut-être dans une forme d'humanité. Je ne vous dirai pas que vous ne l'avez pas, mais nous la mettons peut-être plus en avant. Après, il y a des vraies définitions donc d'immigration, puisque moi, dans ce texte, par exemple, je trouve très dommage, parce qu'on se cache aussi des problèmes futurs, c'est sur l'immigration climatique. Moi, par exemple, j'ai mis, il y a un article où on dit on verra. Ben non, on verra pas, parce que l'immigration climatique, c'est demain. C'est après-demain, c'est déjà même un petit peu aujourd'hui, on le voit. Donc, je crois que c'est vraiment dans ce que l'on a envie de mettre en avant, et c'est pour ça que c'est un texte où il y a autant d'émotions et de passion. Parce que, d'accord, on se dit il faut réguler, mais réguler quoi? Ce sont des êtres humains. Et qu'aujourd'hui, ça tombe bien ou ça tombe mal, quand on voit les cages du président Trump, je les appelle comme ça, je me dis attention, régulons, mais faisons attention à ce que nous allons faire chez nous, sur notre territoire. Jean Bachar. Oui, il y a bien de choses. Les mesures, quand on dit qu'on a durci le texte, il faut bien se rendre compte de ce dont il s'agit. Durcir le texte, ça signifie d'abord dissuader tous les trafiquants de venir en France. Et c'est bien cela, je crois, le sujet que nous traitons et que nous avons durci, clairement. Mais nous avons aussi agi, le groupe LR et avec la majorité sénatoriale, à assouplir pour les mineurs. Notamment, il y a une chose absolument incroyable. Le gouvernement prévoyait qu'un mineur accompagné de ses parents puisse rester jusque 90 jours en centre de rétention administratif. Il ne faut pas être allé dans un centre de rétention administratif pour envisager cela. Ce n'était pas raisonnable. Donc nous avons prévu de réduire cela à 5 jours. Donc vous voyez, on fait aussi des propositions dans ce sens-là. Mais ce qui n'est pas traité, effectivement, c'est véritablement la politique migratoire. Et ce débat va être non pas un débat de mesures techniques, mais un débat qui, tel que nous le réclamons dans le texte que nous avons voté à la commission des lois, c'est un débat sur la politique migratoire. Car il y a deux absents, je suis totalement d'accord, évidemment l'Europe, mais également l'aide au développement. Car vous avez raison, chers collègues, si on ne traite pas l'aide au développement, et lorsque Nicolas Sarkozy avait créé le ministère à l'époque de l'immigration... Pourtant, Jacqueline Gourault l'a rappelé lors de son propos introductif, il y a ce travail qui est fait en amont dans les pays africains. On sait qu'Emmanuel Macron s'y est rendu. Ce travail n'est pas fait, il n'est pas fait depuis de nombreuses années. Ça a été un parent pauvre de la politique de ces dernières années. Je suis désolé, j'ai eu en charge ce budget. Le budget de l'aide au développement, eh bien aujourd'hui... que ce soit aujourd'hui à l'AFD, il est détourné vers nos outre-mer, donc il faut le dire les choses assez franchement, et donc on n'aide pas les pays sources d'immigration, et les aides directes au développement, elles n'ont pas progressé. Donc on voit bien qu'il y a là une erreur majeure. Si on ne s'attaque pas à la source, alors tout cela sera des mesures et on viendra faire une 20e, 30e loi, etc. Mais il était nécessaire quand même de durcir ce texte pour dissuader en introduisant notamment la notion de quota, Jacques Bigot, on sait que c'est ce qu'a voté la commission des lois pour des quotas débattus chaque année au Parlement dans un souci de choisir justement en fonction des flux migratoires le nombre d'étrangers que la France doit accueillir. Le rapporteur François-Noël Buffet dit lui-même dans son rapport, et il l'a dit à la tribune, cette loi ne sert à rien, on n'a pas fait le point sur la loi de 2015 sur l'asile et l'efficacité de la loi de 2016 sur l'immigration. C'est un sujet extrêmement compliqué. Donc, à partir du moment où on est majoritairement à constater dans cet hémicycle que c'est une loi plutôt d'affichage et qui ne sert à rien, le plus simple, ça serait que tout le monde vote contre, plutôt que de laisser entendre qu'on a un peu amélioré, un peu d'humanisme, dit-on, de ci, de là, et puis invoquer la notion on veut un rapport sur les quotas chaque année. Avec tout ça, on n'a rien réglé, surtout lorsqu'on affirme que la question doit être traitée au niveau européen. Donc renvoyons aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas venu parce qu'il accompagne le président de la République dans cette rencontre avec Mme Merkel, bien qu'il nous dise demain, en revenant, voilà ce qu'on a décidé et comment on pense que l'Europe va avancer. Et puis on arrête de débattre pendant 4 jours sur un texte de loi qui n'apportera rien si ce n'est de l'affichage. Mais au-delà de l'affichage,
témoignages. Une volonté aussi de durcir les conditions de l'asile. Lorsqu'on veut limiter le temps, et vous avez raison de dire que ces personnes désarmées qui arrivent chez nous, elles ne connaissent pas la langue, elles ne connaissent pas nos services, il leur faut du temps, rencontrer des associations, constituer un dossier, on leur demande d'apporter des preuves, ils ne les ont pas sur eux, ils ne sont pas partis avec des témoignages, avec des photos, avec des choses à l'appui. Sans doute que les plus malins en auront, mais ceux qui sont effectivement des vrais demandeurs d'asile ne l'auront pas. Et on va durcir les conditions. Donc on risque d'être amené à renvoyer des gens qui mériteraient l'asile, alors que d'autres resteront sur... Et puis surtout, on parle du maintenant centre de rétention. Mais le vrai sujet, et il n'est pas abordé, et il est extrêmement difficile, c'est comment est-ce que l'on fait lorsque quelqu'un est en situation irrégulière, qu'il est arrêté, pour le renvoyer dans son pays si nous n'avons pas les visas. Mais voilà, et ce n'est pas réglé du tout. Voilà, c'est ça le sujet. Justement, toutes les interventions de la discussion générale, on va écouter justement votre collègue sénateur Jean-Yves Lecomte. Nous défendrons l'abrogation du délit de solidarité en réécrivant le délit d'exploitation de la misère humaine. Nous proposerons la création d'un délit d'entrave au droit d'asile, car il doit y avoir une tolérance zéro pour les milices privées qui s'approprient la défense ou la pseudo-défense et l'interdiction du territoire pour des personnes en besoin de protection. Nous défendrons un usage solidaire des dispositions actuelles de Dublin pour que l'ensemble des personnes qui n'ont pas fait de demande d'asile préalablement puissent la faire en France. Nous défendrons une protection de l'enfant plus efficace en interdisant l'enfermement des enfants. Enfin, nous défendrons un droit à l'autonomie des demandeurs d'asile en affirmant un droit à la formation linguistique et au travail dès que la directive européenne le permet. Enfin, en Europe, l'axe anti-immigration qui se profile entre Munich et Rome est très dangereux. Notre collègue Jean-François Rapin a décrit ce qu'il pouvait y avoir lorsqu'en Europe, il y avait une frontière et tout ce que ça avait comme conséquence en termes de situation humanitaire et de droits dégradés. Nous ne pouvons pas accepter cette évolution. Et cet axe arrive en même temps que le naufrage moral de l'Europe avec l'Aquarius. Et la France, dans cette affaire, ne peut pas rester observatrice. Nous avons dans nos textes cette obligation constitutionnelle de faire respecter le droit d'asile qui est constitutif de notre identité. Nous devons défendre qu'à partir du moment où nous avons, il y a quelques années, renforcé le mandat de Frontex pour renforcer les frontières de l'Union européenne, nous devons en même temps obtenir une réforme de l'asile qui va par un assouplissement de Dublin et par plus de solidarité entre les pays européens, pour faire converger les procédures de demande d'asile entre les pays européens et pour dédramatiser le pays de premier accueil et d'étude de la demande d'asile en donnant à toute personne qui a la protection un droit égal à un citoyen européen en termes de circulation sur l'ensemble du territoire. Voilà pour l'intervention du sénateur socialiste Jean-Yves Lecomte. On continue le débat avec vous, Philippe Bonnecarrère, puisqu'on évoquait effectivement cette modification apportée par la Commission des lois. Toute décision de rejet définitive de la demande d'asile vaudra obligation de quitter le territoire français. Or, Jacques Bigot nous le rappelait à l'instant, on voit bien que ce n'est pas si facile que ça de renvoyer dans leur pays les déboutés du droit d'asile. Certains pays refusent, faute de visa consulaire, de les accueillir. Comment on fait ? Alors, la disposition à laquelle vous faites référence met en exergue un défaut de fabrication du projet de loi. C'est un projet de loi qui traite effectivement du droit d'asile, mais qui ne traite pas de la partie dite modalité d'éloignement, qui est une partie extrêmement complexe. Elle est extrêmement complexe juridiquement. Il existe pour ce qu'on appelle les obligations de quitter le territoire français, les OQTF, 9 régimes applicables. Et chacun de ces régimes a des sous-régimes avec des dérogations. C'est d'une complexité inouïe. Et ce que l'on aurait pu attendre du texte, c'est une simplification du droit de l'éloignement. Et une simplification également pour son approche par les juridictions. Ce sont les tribunaux administratifs qui sont amenés à statuer sur les recours. Tous les tribunaux administratifs de notre pays sont embolisés. Cela représente une large partie de leur travail et donc peine à traiter les autres sujets. Alors, la proposition de la Commission
est, à mon avis, un signal d'alerte au gouvernement. C'est une manière de dire au gouvernement, attention, complétez votre texte pour lui donner plus d'efficacité, aller vers la simplification et retravailler le droit de l'éloignement. La modalité choisie n'est peut-être pas la plus adaptée pour être tout à fait transparent à votre égard. Je ne suis pas sûr que l'on puisse donner à une décision de rejet du droit d'asile le caractère automatique, une décision par définition judiciaire, qu'on puisse lui donner la valeur administrative d'une obligation de quitter le territoire. À mon avis, il faut quand même qu'il y ait les deux. Mais je pense que là, il ne faut pas s'apesantir sur la technique juridique ou la forme. La commission des lois a dit au gouvernement, attention, là vous êtes en deçà de ce qui est nécessaire, il faut que vous continuiez à travailler. C'est pour cela, Jérôme Bascher, pardon aussi, qu'il faut développer, selon François-Noël Buffet, une politique de visa en échange justement de l'octroi de ces laissez-passer consulaires. C'est absolument nécessaire. C'est vraiment une des premières pierres à l'édifice. Et puis la seconde pierre, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'aide au développement. Ouais. C'est les deux pierres. Du donnant-donnant, c'est-à-dire c'est moins de visas aussi pour les pays qui ne coopèrent pas, c'est ça? Mais c'est évident. C'est évident. Il faut réussir à remettre tout le monde dans un droit international. C'est un droit, j'allais dire, qui va dans les deux sens. Et non pas uniquement un droit dans un sens unique. Quels sont les chiffres aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes aujourd'hui autour de ces personnes justement déboutées du droit d'asile et qui restent en France. Aujourd'hui, en fait, on ramène à la frontière 4%. Donc c'est vraiment absolument ridicule comme chiffre. Donc autant dire que ça ne le fait pas. Et on voit bien la difficulté fondamentale de ce texte de loi sur l'asile, car c'est tout à fait juste. Quand on dit vous êtes débouté du droit d'asile, très logiquement, tout Français de bon sens se dit alors vous quittez le territoire. Et donc ça paraît logique que ce soit obligatoire. Non, le droit est un peu plus compliqué que cela. Il faut effectivement une décision de justice pour cela. Mais on voit bien que derrière tout ça, c'est les populismes qu'on nourrit. Et c'est ce qui est en train de se passer partout en Europe. Et je crois qu'ici, autour de la table, j'en suis même sûr, il n'y a pas de populistes. Et je ne veux pas qu'on nourrisse ces populismes. Donc il est important de traiter les sujets proprement, techniquement, avec humanité et en même temps sans angélisme, c'est-à-dire en traitant tout ce qui est illégal, que ce soit l'immigration illégale, que ce soit les demandes d'asile illégales. Moi, je peux vous citer aussi les cas de la Tchétchénie, totalement organisée, où tous les 6 mois, un demandeur d'asile est débouté et c'est son voisin qui vient récupérer les clés de la Mercedes qui sont restées sur place et le trafic qui va bien. Eh bien ça existe partout. Les forces de l'ordre connaissent ça par cœur. Françoise Laborde, vous êtes d'accord avec cette disposition adoptée par la Commission des lois dès qu'un débouté du droit d'asile, dès que sa demande a été rejetée, il faut qu'il quitte le territoire français? Alors ça me paraît, comme vous disiez, de toute façon très difficile à appliquer. Donc, moi je pense que c'est difficile à appliquer et je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple. Alors dans l'acceptation même de l'idée, parce que là c'est vraiment pour moi un retour en arrière, parce que je suis assez d'accord avec le collègue qui dit on remplace l'un par l'autre, et ça on est dans le processus que notre ancien collègue et maintenant ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a appelé oui c'est vrai benchmarking de certains pays, parce qu'il y a en effet des réseaux organisés et c'est contre ça qu'il faut lutter. Le benchmarking des réseaux. Voilà, le benchmarking des réseaux. Donc ça, c'était une très vilaine formule et il aurait pu le dire autrement, parce que ce texte de loi, s'il veut lutter contre des choses réelles, il faut l'appeler de façon réaliste et donc donner des noms qui correspondent à la réalité, parce que c'est vrai qu'on se retrouve, et je ne peux pas dire le contraire, parce que certains d'entre vous sont peut-être allés à des auditions de l'OFPRA, et on voit bien qu'il y a des discours qui sont prêts, avec des personnes qui, si elles avaient parlé avec leurs propres mots, serait plus crédible, mais selon ce que vous avez pu payer, ne pas payer, etc. Mais je reviens à ce que disait notre collègue, si on vient sur notre territoire, ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas par choix. Si on a quitté son pays, si on a pris des bateaux de misère, et si on se retrouve ici, c'est quand même qu'il y a une vraie raison au départ. Donc tout ce que vous pouvez dire est vrai, mais
comment lutter contre cette vraie raison de départ. Alors peut-être en aidant les pays, je ne sais pas. Mais voilà, on met sur le même niveau des tas de choses qui ne doivent pas être sur le même niveau. Et c'est vrai qu'en France, on a eu 2 textes de loi 2015-2016, asile et immigration. Et le fait de tout mettre dans une seule loi ne facilite pas des dispositions. Avant de continuer ce débat, on continue d'écouter les interventions en séance avec justement votre collègue sénateur de Saint-Martin, Guillaume Arnel. Le droit des étrangers a été très régulièrement modifié depuis les années 1980, avec pas moins de 29 textes sur le sujet. Comment expliquer donc cette surreprésentation législative ? La première raison que l'on peut avancer est l'inadaptation de la méthode retenue. L'arrivée d'étrangers sur le territoire national continue d'être abordée comme un phénomène conjoncturel, une crise passagère, alors que compte tenu de l'évolution structurelle des flux migratoires et de la permanence des conflits suscitant l'exil, l'Irak, Syrie, Afghanistan, pour ne citer que cela, il est indispensable d'adapter une démarche plus prospective. Il faut totalement repenser notre système d'accueil et d'intégration, de l'hébergement d'urgence à l'exécution des décisions administratives. Partout en Europe, le populisme gagne du terrain en se nourrissant de la question migratoire. Une approche globale est donc absolument nécessaire si l'on veut que les Français ne perçoivent pas notre politique d'accueil et d'intégration comme une charge déraisonnable et contraire à leurs intérêts. Il faut avoir présent à l'esprit que cette vision négative est liée au sentiment de déclassement et au renforcement des inégalités que certains de nos concitoyens éprouvent. À ce titre, nous sommes nombreux à penser que ce débat se serait déroulé dans un contexte plus satisfaisant s'il s'était inscrit dans la continuité de mesures destinées à restaurer la justice sociale dans l'ensemble des territoires de la République. En effet, chaque réforme du droit des étrangers et des demandeurs d'asile est essentiellement politique et ne peut être présentée comme une simple réponse à une crise ou une mise en conformité au droit européen ou international. On va continuer à l'analyse en plateau avec vous, Jérôme Bascher, puisque vous souhaitiez aussi aborder la question des Outre-mer et notamment de Mayotte. Il y a des amendements qui ont été adoptés en commission des lois qui ouvrent finalement une brèche dans le droit du sol, c'est ce qu'on peut dire ? Mais ça ouvre une brèche parce qu'effectivement, à Mayotte, on est sur un sujet extrêmement compliqué. On n'en parle plus là dans les médias, mais la situation sur place reste la même et catastrophique. Et on sait très bien qu'un certain nombre de migrants de cette zone océano-africaine viennent pour avoir des droits simplement sur cette île qui est proche et des droits pour leurs enfants. Donc on voit bien qu'on a un problème entre le droit du sol et le droit du sang. On n'est pas pour revenir, soyons bien clairs là-dessus, ne créons pas de faux problèmes. Simplement, il faut traiter aussi ce sujet de l'immigration qui est le sujet prégnant aujourd'hui à Mayotte, mais aussi en Guyane. On oublie un petit peu cette autre partie de la France. Et donc, à ces deux endroits, nous avons des sujets majeurs. Et donc, il faut pouvoir trouver des mesures, soit d'extraterritorialité pour Mayotte, pour la maternité. Je pense que c'est une piste. C'est une piste. Ça dissuade, une fois encore, ceux qui organisent les choses. Mais cela ne règle pas tout. C'est faux de le penser. Mais voilà des sujets qu'il faut aussi traiter. Ce sont nos compatriotes de Mayotte et de Guyane dont il s'agit. On les oublie trop souvent. Jacques Bigot, quel regard portez-vous justement sur des amendements qui sont portés aussi par le sénateur justement de Mayotte, sénateur La République En Marche? Mais, soit clair, Mayotte et la situation de Mayotte est un vrai problème. Là, il faut trouver une solution. Mais comme l'immigration clandestine est un vrai problème, qu'il faut trouver une solution. Mais ce n'est pas en faisant des textes de loi inadaptés qu'on résout le problème. Alors, ce qui m'embête dans l'amendement qui a été proposé, qui est extrait d'une proposition de loi déposée par ailleurs par notre collègue sénateur de Mayotte, c'est l'idée qu'en France, qui court en France aussi,
qu'on peut avoir la nationalité française dès lors que l'on est en France. Ce n'est pas le cas. On a la nationalité française si on est en France et que entre l'âge de 11 ans et la majorité, on a résidé en France de manière continue. Et à ce moment-là, on peut demander la nationalité française. Donc aujourd'hui, les Mahorais qui viennent accoucher, ou les Mahoraises qui viennent accoucher à Mayotte, ne vont pas accoucher d'enfants qui seront automatiquement français. C'est une chimère et on va rajouter à cette chimère une chimère. Donc moi, je ne crois pas que ce soit l'information sur la réalité des droits qui fera que le problème se réglera. Au contraire, on risque d'avoir encore plus de mineurs isolés étrangers sur Mayotte, parce qu'il y en a beaucoup, qui vont être là sur ce territoire et dont on ne saura pas comment régler la situation si jamais ils se retrouvaient dans 11 ans ou 12 ans à un moment donné où ils pourraient demander la nationalité. Donc je pense qu'on ne répond pas à la question compliquée de Mayotte. Mais sur l'ensemble de ce texte de loi, on répond à rien. On n'a pas répondu aux questions très justes qu'a posées notre collègue Armelle tout à l'heure. C'est évident, on ne répond à rien. Je suis très étonné que ce gouvernement, qui a 1 an d'existence, se soit précipité pour faire un texte de loi sans mesurer ce qu'il devait apporter de plus à ce qui a déjà été fait par les gouvernements précédents. La discussion générale vient de se terminer. La séance est d'ailleurs suspendue. On retrouve tout de suite Tam Tranui pour faire un point justement dans l'avancée des débats. C'est à vous, Tam. Oui, effectivement, vous l'avez dit, Delphine, la discussion générale vient de se terminer, alors qu'elle avait débuté à 14h30. Je rappelle qu'il y a eu 2 motions qui ont été rejetées, 2 motions qui avaient pour objectif de terminer là l'examen du texte. Et ensuite, on a pu entendre tout le monde s'exprimer. À l'instant, on vient d'entendre Jacqueline Gourault qui a répondu notamment sur un certain nombre de points soulevés par le rapporteur François-Noël Buffet sur la question des mineurs non accompagnés. Pourquoi est-ce que cette question n'est pas au menu du texte qui est débattu cette semaine? Elle a également intervenu sur la question de la coopération consulaire ou encore, elle a dit qu'il fallait travailler sur la question migratoire à la fois au niveau national et au niveau européen. Et elle a donc terminé cette discussion générale comme elle l'avait commencé, c'est-à-dire en justifiant l'absence de Gérard Collomb, qui est en Allemagne, où la question migratoire est au menu de la rencontre, notamment entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Alors, les sénateurs viennent de suspendre la séance pour une dizaine de minutes. Notez que tout à l'heure, ils vont rentrer dans le dur, si vous me passez l'expression, puisque l'article 1A qui va être débattu est précédé de nombreuses prises de parole et porte sur la politique de quotas que veut instaurer la droite sénatoriale. À noter qu'aussi bien la gauche que LREM y est opposée. Il y a d'ailleurs aussi bien des prises de parole du côté du groupe communiste que du groupe de La République En Marche. Merci à vous, Tam, pour ces précisions. Ça va durer longtemps, Jérôme Bascher, ces débats autour de l'article 1, justement? Oui, ça va durer longtemps, mais c'est ça le sujet. Nous voulons en fait définir une politique migratoire et un débat annuel. En fait, c'est ça que nous allons faire par ce texte. Mais on n'a pas forcément un grand espoir qu'il aille jusqu'au bout sur cette partie. Il faut quand même reposer. Nous l'avions proposé il y a 1 an, donc nous essayons d'être cohérents dans le temps et dans notre action. Là encore, ce n'est pas aujourd'hui totalement le sujet, je suis obligé de le reconnaître. Le sujet, il est vraiment européen et l'Europe a tardé, enfin elle n'a pas tardé, elle a beaucoup trop tardé, elle est en retard, elle est coupable. Je le dis même très simplement, aujourd'hui l'Europe est coupable sur la politique d'immigration qui fait qu'on a ce petit sujet d'un bateau avec quand même 600 vraies personnes dedans. Donc c'est pas un petit sujet, c'est un petit bateau, mais c'est quand même beaucoup de monde et des vrais humains derrière tout cela. Et l'Europe est vraiment coupable, plutôt que de continuer à travailler et nous imposer des nouveaux contrôles techniques automobiles, il faudrait mieux fait de travailler sur cette politique migratoire. On s'est caché et voilé la face à Bruxelles, et aujourd'hui on est en train de nous expliquer qu'on ne comprend pas la politique migratoire quand on va à Bruxelles. Ça c'est absolument insupportable. Aujourd'hui les peuples se révoltent. Alors, je ne partage pas du tout l'idée suivant laquelle la Bruxelles serait coupable là-dessus. Je pense même exactement l'inverse. Ce sont les États qui sont coupables. Parce que ce n'est pas Bruxelles qui a désorganisé le système. C'est l'État italien qui n'a pas trouvé une solidarité des autres pays. Ce sont les pays de l'Europe de l'Est qui ont refusé de respecter les positions européennes. C'est notre pays qui lui-même n'a à regarder de loin la crise de 2015, ça se passait en Allemagne, ça se passait en Grèce, qui a pris des engagements par l'intermédiaire de M. Hollande que notre pays n'a pas tenu. Chaque État a dans cette affaire
une sacrée part de responsabilité. Ce n'est pas, encore une fois, l'Europe. L'initiative est de la Commission. Ce sont les pays qui ont joué leur jeu à titre individuel. Et aujourd'hui, le constat est un constat d'échec et le sursaut ne pourra être que collectif et européen. À mon avis, à 2 ou 3 titres, et je vais très vite pour aller du général au particulier, et je conteste aussi l'idée suivant laquelle le gouvernement ne serait pas actif là-dessus. Le travail du gouvernement, le travail du président de la République, il se fait aujourd'hui pour convaincre les autres pays d'Europe. Et ça, vraiment, s'il y a bien un combat que le président de la République mène, c'est celui tendant à redonner du sens à la construction européenne. Donc, à l'heure actuelle, il y a un enjeu majeur là-dessus. La souveraineté européenne est mise en cause. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons un président des États-Unis qui pense qu'une Europe faible est bonne pour les États-Unis, là où le raisonnement avait été inverse. M. Poutine pense la même chose. Donc l'Europe est mise sous pression, et au sein de cette pression, elle subit une pression interne avec l'Europe de l'Est qui ne veut aucun migrant, l'Europe du Sud qui dit qu'elle ne va pas tenir, l'Allemagne qui est violemment remise en cause là-dessus. Donc nous avons votre position, un besoin vraiment d'aller plus loin dans la construction européenne. Vraiment indispensable. Je pense que le président de la République est dans le vrai de se consacrer à cela. Mais je veux aussi qu'on revienne au texte du Sénat tel que amendé par la Commission, et sur la question aussi du délit de solidarité, puisqu'on en a beaucoup parlé, notamment à l'Assemblée nationale. On sait que le gouvernement veut l'assouplir. Et alors, pardon, Jacques Bigot, puisque Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est au micro de Saveria Rojek. Absolument. Bonjour Jacqueline Gourault. Merci bien sûr de répondre à nos questions. La discussion générale vient de s'achever. On a pu le suivre bien sûr sur l'antenne. Dans quel état d'esprit abordez-vous maintenant l'examen des articles, la suite du texte ? Dans un esprit tout à fait positif. La commission des lois du Sénat a fait des amendements. Il y a des amendements avec lesquels nous sommes d'accord et d'autres que nous trouvons un petit peu excessifs, et donc nous présenterons des amendements aussi pour revenir sur certains points au texte voté par l'Assemblée nationale. Mais j'entends bien au Sénat, ici, une position qui est assez proche de celle du gouvernement, c'est-à-dire de traiter à la fois le problème de l'immigration, je dirais, avec efficacité, mais aussi avec humanité. Alors je ne parle pas des propos excessifs de certains des membres du Sénat. Il y a toujours des gens excessifs dans les deux assemblées. Mais je pense qu'on peut arriver à un texte qui évolue, et j'espère que nous allons convaincre sur un certain nombre de points les sénateurs. Donc vous pensez réellement trouver des points d'accord, c'est ce que vous nous dites, avec la majorité sénatoriale, pour une version du texte qui est néanmoins décrite par beaucoup comme de la surenchère, une version assez dure. Alors les sénateurs ont eu des positions à la fois parfois qui peuvent paraître dures, comme vous venez de le dire vous-même, et sur d'autres points, ils sont revenus sur des points au nom de la défense des libertés publiques, qui sont parfois contradictoires l'une avec l'autre d'ailleurs. Mais c'est avec la discussion qu'on avance. Très bien. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Ça vous a fait réagir, Jérôme Bascher, ce que disait Jacqueline Gourault. Il n'y a pas de position commune, selon vous, de compromis possible entre la droite sénatoriale et le gouvernement ? Pour l'instant, les positions me semblent assez éloignées, on va dire les choses comme ça. Alors nous avons aussi fait, comme l'a dit mon collègue Bonnecarrère, il y a quelques amendements, donc le texte de la Commission, qui sont plus, comme on dirait, des amendements d'appel. Il faut bien se rendre compte que la pérennité de ceux-ci ne sont pas tous appelés à aller plus loin. Simplement, nous avons appelé l'attention du gouvernement, et notamment sur le délit de solidarité. Il y a là, faut faire attention. Il existe en France un délit de non-assistance à personne en danger. Là, il s'agit d'un délit un peu différent. Ce n'est pas la même chose. Donc, trouvons le bon chemin. Mais quand on fait que des exceptions dans la loi, c'est comme pour les reconduites à la frontière, on mit un texte et il devient absolument inapplicable. Faisons des textes simples et applicables. Ouais.
Rapidement, Jacques Bigot, sur la question du délit de solidarité. Mais je pense qu'il faut voir la réalité en face. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de cette professeure d'anglais albanaise qui manifestement n'a pas de titre de séjour. Mais en même temps, elle fréquente des églises, elle fréquente des associations caritatives qui sont très sensibles à cette situation de cette famille. Donc on sait très bien qu'à un moment donné ou un autre, on trouvera une astuce préfectorale pour pouvoir trouver une solution pour cette famille méritante. Voilà la réalité de ce monde-là. Et on le vit quels que soient les bords politiques. Et par contre, j'espère que le gouvernement entendra un des amendements proposés par le groupe socialiste sur la question de l'article 13 du règlement de Dublin, qui a posé ce problème à l'Italie. C'est-à-dire que le fait que l'on dise, alors que la frontière est de plus en plus organisée par Frontex au plan européen, si quelqu'un arrive de manière irrégulière dans un État, c'est comme cet État est en tort et donc il doit assurer le statut de la personne. Et on envisage de renvoyer ce qu'on appelle les Dublinés en centre de rétention et de les renvoyer dans le pays qui devrait s'occuper d'eux. Alors que l'Italie, la Grèce ne peuvent pas tout régler. Et donc nous proposons que si quelqu'un a fait cette entrée en séjour, mais qu'il a juste laissé son empreinte parce qu'il est rentré irrégulièrement, l'OFPRA ne doit pas refuser systématiquement d'examiner sa demande d'asile. Il faudra bien trouver une solution et j'espère que l'histoire de l'Aquarius amènera l'État à trouver la solution parce qu'il a su le trouver pour cette arrivée en Espagne, heureusement. Mais il faudra bien la trouver pour d'autres solutions. Merci Jacques Bigot, je vous laisse regagner l'hémicycle du Sénat. Merci Françoise Laborde, merci à vous Jérôme Bascher. Philippe Bonnecarrère, vous restez avec nous. On va d'ailleurs retourner dans l'hémicycle où nous attend Tam Trani pour faire un point sur l'avancée des débats. C'est à vous Tam. Et oui, et pendant cette interruption de la séance qui a suivi la fin des discussions générales, je vous propose de revenir à l'un des temps forts tout à l'heure de la discussion, le moment où Jean-Pierre Sueur, l'ex-président socialiste de la commission des lois, aujourd'hui sénateur du Loiret, est intervenu pour défendre la motion des socialistes pour demander que les débats s'interrompent. C'était un moment de gravité, un moment de hauteur, mais aussi de lyrisme dans l'hémicycle. On écoute Jean-Pierre Sueur. Je pense qu'il y aurait beaucoup de raisons pour que vous retiriez purement et simplement ce texte. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ce texte n'aura pas d'efficacité, et vous le savez, au regard des objectifs qu'il s'assigne. Parce que ce texte est totalement négatif et répressif. Parce que, Madame la Ministre, vous le savez, il y aura plus de migration demain qu'aujourd'hui. Parce que le monde appelle ces changements. Pourquoi ? D'abord parce que beaucoup d'êtres humains sont victimes des crimes et des persécutions du Soudan à l'Afghanistan et que cela est innombrable. Parce que le défi de la misère est toujours là. Il y a 1,5 milliard de personnes qui vivent dans des bidonvilles. Il y a des peuples qui s'enfoncent dans la famine. Et parce que le défi climatique fera que des îles s'enfonceront dans la mer et que des rivages s'enfonceront également dans la mer et qu'il y aura des réfugiés demain auxquels nous ne pensons pas aujourd'hui. Parce que la première loi de l'humanité est celle de l'humanité, Madame la Ministre. Les socialistes, comme les communistes auparavant, demandaient l'interruption des débats, mais eux s'appuient sur un avis du Conseil d'État de février 2018 qui juge que le projet de loi du gouvernement arrive trop tôt avant d'avoir pu analyser l'efficacité de la loi de 2016 et que, par ailleurs, le texte ignore les enjeux majeurs liés aux migrations. Vous avez entendu Jean-Pierre Sueur les énumérer, l'enjeu européen, les migrations climatiques ou encore l'enjeu de développement. Malgré ce discours empreint de gravité, la motion a été rejetée très largement par 252 voix contre, seulement 77 voix pour. Je vous propose également d'écouter Roger Carucci. Lui aussi a tenté une mise en contexte de ce projet de loi. Lui qui est rapporteur du budget immigration pour le projet de loi de finances depuis des années. Pour lui, la France d'aujourd'hui n'est plus la France des 30 glorieuses. Elle n'a pas les moyens d'accueillir des migrants aussi nombreux. Écoutez-le. Pendant des années, à la Commission des finances, j'étais le rapporteur sur ce texte, sur le budget, immigration et droit d'asile. Pendant des années, en vain, gouvernement de gauche ou de droite, et peut-être gouvernement En Marche bientôt, j'ai dit
c'est pas possible. Comme dirait l'autre, il faut du pognon. Et il n'y en a pas. Et il n'y en a pas, pas plus pour l'intégration que pour leur accompagnement aux frontières, que pour le reste. On peut faire des textes incantatoires, on peut faire des textes merveilleux. Si vous ne mettez pas le budget, le résultat est néant. Et la réalité des choses, c'est que, je le dis à tout le monde, enfin, nous ne sommes plus la France des années glorieuses, des 30 glorieuses. Nous ne sommes plus la France qui n'avait pas de déficit, la France qui n'avait pas de dette, la France qui avait le plein emploi, qui construisait des logements, qui pouvait faire venir pour dire venez, parce qu'ici en France, nous allons vous offrir un emploi, nous allons vous trouver un logement. Depuis 30 ans, c'est le chômage de masse, depuis 30 ans, c'est le déficit, depuis 30 ans, c'est la dette, et nous continuons d'avoir les mêmes discours. Oui, nous sommes en situation de vous accueillir. Ça n'est pas vrai. Deux discours radicalement opposés, donc, qui vous laissent imaginer bien le type de débat qu'il va y avoir tout au long de la semaine dans l'hémicycle, avec d'une part ce discours d'humanité du côté de la gauche, et puis ce discours de la droite qui juge, elle, qu'elle a un discours de réalité. Merci à vous, Tam. On continue notre édition spéciale de Sénat 360 consacrée à l'examen de ce projet de loi Asile et Immigration avec de nouveaux invités qui m'ont rejoint sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Meurant. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR du Val d'Oise. Xavier Iacovelli, bonjour, sénateur socialiste des Hauts-de-Seine. Vous vous êtes récemment rendu à la zone d'attente pour personnes en instance de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Vous avez pu justement bien voir le parcours de ces migrants demandeurs d'asile, notamment les mineurs. Vous allez nous en parler dans un instant. Arnaud de Belenet est également avec nous. Bonjour, sénateur La République En Marche de la Seine-et-Marne. Et puis Philippe Bonnecarrère, sénateur centriste du Tarn. Merci d'être resté avec nous. Quel regard, Xavier Iacovelli, portez-vous sur ce texte défendu par la droite sénatoriale qui présente en quelque sorte un contre-projet à la version gouvernementale? On a entendu Philippe Bas, président de la commission des lois, parler d'un texte d'équilibre, un texte qui défend également les libertés publiques, puisque c'est ça la marque de fabrique du Sénat, nous dit-il. Oui, alors on a vu déjà effectivement que Jacqueline Gourault, la ministre, était sur la même ligne que M. Bas, puisque ils ont vu la concordance entre LR et LREM sur ce texte qui paraît effectivement, à leurs yeux, un texte d'équilibre. Moi, je pense que ce qui peut nous rassembler, c'est que ce texte ne réglera rien, par faute de moyens. Parce qu'on n'a pas su non plus évaluer la loi asile et la loi immigration. Ça, la droite sénatoriale est d'accord. On a entendu François-Noël Buffet justement déplorer le manque de moyens budgétaires. Mais donc, pourquoi est-ce qu'ils ont refusé de voter la question préalable et la motion de rejet? Donc voilà, on voit bien que malgré tout, il y a une volonté de faire une tribune politique sur la question de l'immigration. On voit que la droite dite républicaine s'est droitisée avec l'élection de Laurent Wauquiez. Et d'ailleurs, Virginie Calmet, la pauvre évincée numéro 2 du parti LR évincée, l'a dit, à force de droitiser, on n'est pas obligé de droitiser notre position et d'aller vers le Front National. Donc on voit bien qu'il y a une volonté des LR de marquer le gouvernement sur cette question de l'immigration. Oui. Sébastien Meurant, il y a une droitisation du parti Les Républicains depuis l'élection de Laurent Wauquiez qui se traduirait, qui se verrait dans ce projet de loi Asile-Immigration tel qu'il a été réécrit par la commission des lois du Sénat. Quel est l'intérêt de la France et des Français? Est-ce qu'on peut encore, tous les ans, 2017, c'était 2017, plus de 400 000 étrangers qui viennent en France? Est-ce qu'on peut encore? Roger, mon collègue Roger, parlait des questions de finances, de capacité d'accueil. Pas irrégulier, là, s'il vous plaît. Capacité d'accueil, je parle bien de plus de 400 000 étrangers, 262 000 titres de séjour, 100 000 ADA, demandeurs d'asile, 20 000 dublinés, et justement les clandestins, on ne sait pas. Mais ça fait bien évidemment tous les ans plus de 400 000. Vous vous rendez compte? Donc si vous ne savez pas, est-ce que vous pensez qu'on peut accueillir tout ça? Non, bien sûr que non. C'est pas possible. Donc c'est criminel. Et les déclarations, la main sur le cœur, mais les Français n'en peuvent plus. Vous voyez bien, si vous prenez un peu de recul, et il faut prendre du recul, il faut penser le temps long. L'explosion démographique du continent africain fait que c'est une réelle menace pour la France et qu'il y a une menace sur la sécurité des Français. Et un ministre socialiste, en octobre 2015, déclarait, avant le Bataclan,
qu'il y avait, on ne faisait pas le tri entre les migrants. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qu'il faut accueillir. On accepte des personnes, pas des peuples entiers, pas des cohortes de pays sûrs. Et en novembre, après le Bataclan, déclarait qu'il y avait des terroristes qui s'étaient glissés parmi les migrants. Donc les Français ne sont pas défendus. Et les complices, donc ce n'est pas une question de droitisation, c'est une question d'intérêt national, d'intérêt supérieur de la nation. Et la démographie, c'est quelque chose d'important. Donc pensez l'Égypte, il y a 50 ans, combien d'habitants, monsieur ? Pensez l'Algérie il y a 50 ans, combien d'habitants ? Combien maintenant ? Évidemment, nous avons une pompe à aspirance et la complicité de cette fausse politique avec le cœur c'est en fait être le complice du commerce des migrants. Et ça, c'est scandaleux moralement. Sur vous avez du commerce des migrants et vous surfez dessus. Oui, ça vous fait réagir, tous ces chiffres annoncés par Sébastien Meurant sur ce plateau ? Non mais écoutez, il y a plusieurs réalités dont il faut tenir compte. D'abord, nous accueillons mal ceux qui ont droit à notre protection. Nous mettons plus de 14 mois à traiter les demandes des personnes sollicitant l'asile. Et personne ne remet, dans ce cas extrême, personne ne remet en question ce besoin de mieux accueillir l'asile. Et puis, il y a une droitisation du texte au Sénat, dont acte, on y reviendra. Mais il y a aussi l'EPS et le groupe CRCE qui nous disent il est honteux de confondre asile et immigration. Mais enfin, quand vous faites une demande d'asile et qu'un juge vous dit non, vous n'avez pas le droit à l'asile, vous êtes dans la case immigration. Donc soyons pragmatiques. Il y a des crispations idéologiques. On les entend dans l'hémicycle, peut-être les entendra-t-on encore sur le plateau, mais la réalité, c'est qu'il y a une situation objective, un dispositif par la loi, mais tout un tas d'actions annoncées en juillet 2017 par le président de la République, d'actions en coopération auprès des États, de traitement des visas, tout un tas de dispositifs de toute nature, y compris sur des moyens de reconduite à la frontière, y compris sur le règlement de la crise de Mayotte. Le flux des Haïtiens notamment, c'est totalement tari, du fait de l'action du ministre de l'Intérieur avec les autorités haïtiennes. Donc on voit bien qu'il y a le texte qui est pragmatique, et puis il y a l'action du gouvernement qui est tout aussi pragmatique. Je crois qu'il n'y a pas lieu de faire de politique politicienne, d'agiter des peurs ou de faire appel. C'est pas un texte d'affichage, c'est ce qu'on a pu entendre notamment lors des précédents débats. Certainement pas. Ce qui serait un texte d'affichage, je ne sais pas si la question m'était destinée. Si, allez-y. Ce qui serait un texte d'affichage, ce serait d'en faire une tribune. J'entends des collègues de droite qui veulent remettre en cause l'aide médicale d'État. Heureusement, la Commission n'est pas allée dans ce sens. La Commission a majorité droite, d'ailleurs, de droite, puisqu'il s'agit d'un sujet de santé publique. On peut être démagogique, vous voyez, si c'est de l'affichage, on peut être démagogique et dire je veux la suppression de l'aide médicale d'État, c'est populiste. La réalité, évidemment, c'est qu'on ne donne pas suite parce qu'il y a un vrai sujet de santé publique pour tous nos compatriotes. Sur cette question justement de l'aide médicale d'État, elle est remplacée par une aide médicale d'urgence. Ça, les centristes, ils sont favorables ? Non, nous pensons que d'abord, c'est une question qui doit être traitée dans le cadre social. Deuxièmement, sans être trop technocratique, il y a alors pour le coup des règles constitutionnelles et des règles européennes quant au fait que nous devons apporter une assistance effectivement médicale aux gens qui sont sur notre territoire. Après, c'est un débat technique sur savoir quel type de soins, etc. Je pense que c'est vraiment un dommage d'instrumentaliser ce sujet de l'aide médicale qui doit être traité de manière spécifique. De manière plus générale, je me méfie considérablement sur ce type de sujet des relations bons et méchants et de cette logique idéologique. Le traitement des migrations dans notre pays est beaucoup pénalisé par cette approche idéologique. Je pense qu'il faut voir cela de manière rationnelle, que effectivement il faut éviter de rentrer dans une surenchère telle que celle à laquelle vous venez de faire référence sur l'aide médicale aux étrangers. Par contre, il me paraît normal d'avoir une recherche d'efficacité permettant effectivement, lorsque le droit d'asile est rejeté, qu'il y ait une mesure d'éloignement. Comme il me paraît raisonnable de trouver des accords entre pays, puisque la particularité de la France, c'est que sa pression migratoire vient essentiellement de mouvements internes à l'Europe, ce qu'on appelle les migrations secondaires, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas été accueillies en Allemagne, en Italie ou ailleurs, qui font le choix
de faire le mouvement interne pour tenter leur chance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas justifié, qui dans la quasi-totalité des cas ne correspond pas à une véritable demande de droit d'asile et que nous devons être capables de traiter efficacement et réellement. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas opposé au texte. Avant de continuer ce débat en plateau, je vous propose, parce que c'est le principe de cette édition spéciale, d'écouter l'intervention d'Alain Marc, sénateur Les Indépendants de l'Aveyron, et on se retrouve juste après. Au vu des difficultés majeures que notre pays rencontre en raison des flux migratoires, nous aurions aimé trouver dans le projet de loi initial Immigration-Asile la traduction d'une stratégie, d'une vision, d'une politique basée sur le constat lucide et éclairé des défis à relever. Car ce ne sont pas de simples mesures d'ajustement, de petits aménagements procéduraux ou encore de dispositions purement techniques dont la France a besoin. La commission des lois du Sénat l'a bien compris puisqu'elle a proposé un contre-projet réaliste basé sur l'équilibre entre fermeté et humanité. C'est pourquoi je tiens à saluer le travail de réécriture qui a été effectué. Parmi les nombreuses dispositions adoptées apportant des réponses cohérentes à des difficultés majeures, je voudrais en souligner quelques-unes comme le remplacement de l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence, le renforcement des conditions du regroupement familial, ou la réintroduction de la visite médicale des étudiants étrangers afin de répondre à un grave enjeu de santé publique. La commission des lois a également interdit le placement en rétention des mineurs isolés et encadré rigoureusement celui des mineurs accompagnant leur famille. Elle a supprimé la circulaire Valls qui précisait les conditions d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière, qui avait permis sur la période 2012-2017 la régularisation de plus de 180 000 ressortissants étrangers séjournant illégalement en France. Or, si l'acquisition de la nationalité française vient couronner un processus d'intégration et d'assimilation, en aucun cas elle ne doit être un droit automatique. Enfin, je me félicite que la Commission ait souhaité que les collectivités territoriales soient accompagnées et soutenues avec la création d'un fichier national biométrique des personnes déclarées majeures à l'issue de leur évaluation par le département et l'insertion des places d'hébergement des demandeurs d'asile dans le décompte des logements sociaux de la loi SRU. Madame la Ministre, mes chers collègues, il est grand temps de voter des mesures à la hauteur de la gravité de la situation nationale et internationale. Sébastien Meurant, ça vous fait réagir ce que vous venez d'entendre? C'est une loi technocratique qui ne changera rien, on est d'accord. Sur les questions de l'éloignement, cette loi ne changera rien non plus. Le collègue Sueur parlait de 5% d'éloignement. Une fois qu'effectivement ils sont déboutés du droit d'asile, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent en France. Donc c'est évidemment pas à la hauteur des enjeux qui devraient être dépassionnés. Il y a des problèmes de visa consulaire, on en a parlé. Oui, mais ça devrait être dépassionné. Mais il faut quand même dire les choses. Ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il y a un véritable business de l'immigration. France Terre d'Asile, c'était 40 salariés il y a 20 ans. Vous savez combien c'est maintenant? 500 personnes. Donc vous avez tout un tas d'associations qui sont pro-migrants, qui sont pro-migrants, et vous avez des bateaux qui vont chercher les migrants. Moi, je suis allé des gens, secours des gens, ils vont pas chercher les migrants. Je me suis déplacé, ils vont les chercher sur place, et vous savez très bien. Donc il y a effectivement des associations immigrationnistes, et c'est leur fonds de commerce. La réalité, c'est celle-ci. Donc il faut pas tomber dans les excès, mais il faut dire les choses. Et la réalité, c'est pas nous qui tombons dans les excès, monsieur. Il faut ouvrir les yeux. Écoutez, nous, on ouvre les yeux et en l'occurrence, on va aussi. Je ne crois pas. Moi, en l'occurrence, je sais un centre de rétention la réponse non, je vais à celui de plaisir, mais venez en Zappy, vous allez voir la situation notamment des. Bah oui, mais vous avez été à Gap aussi, vous avez été certainement pas dans les zones d'attente. Bien sûr que si. Certainement pas dans les zones d'attente. Monsieur. Vous auriez pas. Alors qu'est-ce que vous avez entendu? Moi, j'ai entendu. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les mineurs qui sont en zone d'attente, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a déposé des amendements au groupe socialiste, pour interdire la rétention des mineurs, qu'ils soient isolés ou accompagnés, dans les zones d'attente et dans les CRA. La majorité sénatoriale nous a déjà un petit peu rejoint en réduisant à 5 jours la rétention des mineurs, je le reconnais, mais malgré tout, on pense qu'à partir du moment où un mineur, qu'il soit isolé ou accompagné, ça reste un mineur et il ne doit pas être dans un lieu de privation de liberté. Comment vous savez qu'il est mineur, on a des... Comment vous savez qu'il est mineur? Écoutez-moi, alors là, je pars du principe... Vous avez été voir, donc vous savez qu'à peu près la moitié ne sont pas mineurs. Mais je suis désolé, les seuls tests, c'est les tests osseux. D'accord. Et les tests osseux, même les médecins, le médecin en l'occurrence de la Zappy m'a dit textuellement, le médecin de la Zappy m'a dit textuellement que les tests osseux n'étaient pas fiables. Alors qu'est-ce qu'on fait justement? On part du principe. En France, sont mineurs forcément.
Non, mais attendez. On part du principe qu'on ne veut pas enfermer des mineurs, qu'ils soient accompagnés, isolés. Et je pense qu'il faut mettre les moyens nécessaires pour l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, notamment dans le 93 qui gère... le département de la Vienne, là. Qui gère, 70% s'il vous plaît, sont considérés comme majeurs. S'il vous plaît, qui gère notamment Roissy. Il y a 80% aujourd'hui des arrivées qui sont sur Roissy. Et c'est l'ASE des Seine-Saint-Denis qui gère... ces demandes de mineurs. Les mineurs étrangers, hein, elles suscitent beaucoup de passion, on le voit. Oui. Mais permettez-moi d'observer que nos collègues de droite nous font à la fois le reproche de la non prise en compte de l'intégration. Et en même temps, mon collègue vient de nous dire les associations qui accompagnent et qui pourraient accompagner, comme c'est prévu dans la loi, sur l'apprentissage des langues pour les demandeurs d'asile, sur l'accompagnement vers l'emploi avec des dispositifs qui sont techniques, opérationnels. On ne peut pas mettre en cause l'efficacité d'une loi parce qu'elle est technique et opérationnelle. Ou alors, il faut arrêter de faire des lois, d'organiser les choses. Ce qui pêche aussi dans ce texte. C'est quand même un peu surréaliste parce qu'on nous dit tout et son contraire au desservice de la loi. Donc revenons à la raison, il y a un texte équilibré qui prend en compte les problèmes. Ce n'est pas que dans ce texte que la question des migrations et de l'accueil des demandeurs d'asile sera traitée, c'est aussi la politique européenne. Il faut quand même rappeler qu'en Europe, le sujet des migrations est traité par les États souverains, pas par l'Europe. Donc on voit bien les postures. D'où la situation de l'Italie. Donc rendez-vous, et la France est proactive, le président de la République et le gouvernement sont proactifs auprès des instances et de leurs collègues des différents pays pour faire avancer le sujet. On voit bien combien le sujet est sensible chez nous, même au Sénat. On l'entend dans votre émission encore. Donc imaginons quand on a en face les responsables de Hongrie et d'autres pays particulièrement sensibles. Un mot sur le sujet des enfants, parce que les mineurs qui sont accompagnés sont enfermés aujourd'hui en France. La France a été condamnée à 6 reprises. C'est absolument indécent. La commission des lois, en voulant bien faire, a fixé un seuil, mais du coup a légitimé l'enfermement des enfants, l'internement des enfants, et l'a plafonné à 5 jours, alors qu'en général, en pratique, ça ne dépasse pas 1 jour ou 2. Donc il me semble que là, on a fait un mauvais travail au Sénat. On en reparlera. Enfin, le gouvernement, c'est quand même le texte du gouvernement. C'est quand même. Vous n'avez pas reproché pour le coup au Sénat. Non. C'est l'article 15 c'est un article additionnel du Sénat. Le gouvernement n'avait pas modifié le texte. N'avait pas modifié le texte qui lui-même permettait l'enfermement des mineurs. Je précise quand même que le gouvernement n'avait pas fait ça et la majorité législative non plus. Vous avez reproché en début d'émission l'absence d'analyse des textes précédents, me semble-t-il. Donc nous avons besoin, sur le sujet des mineurs, d'un travail avec l'ensemble des acteurs, à commencer par l'UNICEF d'ailleurs, et les professionnels dans les centres de rétention, pour travailler sur les mesures alternatives pour héberger, accueillir les mineurs. Il en existe et nous avons besoin de ce travail avant qu'il y ait une transcription législative. Sur cette question, on est en plein débat, effectivement, et puis on voit aussi ces images aux États-Unis d'enfants mexicains enfermés. Deux sujets à mon avis différents. Mineurs isolés et mineurs dits accompagnants. Situation des mineurs isolés, c'est une situation qui ne devrait pas exister. Et on ne devrait pas avoir la possibilité de laisser effectivement rentrer un enfant seul. À partir du moment où il est sur notre territoire, il n'y a jamais eu de mise en rétention d'un mineur dit isolé. Donc il ne faut pas créer de situation idéologique là-dessus. Il y a une situation d'humanité à avoir vis-à-vis des enfants. Et donc nous avons proposé dans le texte d'inscrire ce qui correspond à la réalité, qu'un mineur isolé ne doit pas être mis en rétention. La situation des mineurs dits accompagnants est totalement différente. C'est la situation d'une famille qui est rentrée venant d'un pays n'ayant pas besoin d'un visa, qui, arrivé sans visa, fait ensuite une demande qui va être rejetée parce qu'on constate qu'il n'y a pas matière à demande de droit d'asile. Si on n'accepte pas qu'il y ait une rétention limitée dans le temps, nous l'avons proposé à 5 jours, on va se trouver dans la situation où l'enfant sera à un endroit, les parents seront dans le centre de rétention et on ne pourra pas éloigner les parents puisqu'on va créer une situation d'éloignement. Donc il n'y a pas d'autre solution que de laisser la famille ensemble.
pour une période qui doit être extrêmement réduite. Et je ne peux pas laisser dire que la France ait été condamnée là-dessus. Elle a été condamnée parce qu'elle ne mettait pas à disposition des locaux adaptés pour les enfants. Ça, il nous appartient d'avoir une organisation des centres de rétention l'assurant. Merci à tous les quatre. On n'a plus beaucoup de temps, mais on va avoir l'occasion de reparler de ce projet de loi Asile et Immigration dont l'examen se poursuit au Sénat cette semaine. On va retourner dans l'hémicycle avec vous, Tam Trami, pour faire un point justement sur l'avancée des débats. Eh bien, les sénateurs sont en train de commencer à débattre de l'article 1er du texte, un article introduit en commission des lois et qui propose de mettre en œuvre des objectifs de quotas d'immigration et qui a introduit le principe d'un débat annuel au Parlement pour fixer des objectifs chiffrés. Alors, notez que les sénateurs n'ont toujours pas commencé à réellement débattre de ce point puisque les prises de parole se multiplient. On a notamment pu entendre Pierre Ouzoulias pour les communistes qui a rappelé que la France a accueilli 200 000 Arméniens, 700 000 Polonais, 600 000 Espagnols fuyant le fascisme et disant que ce texte faisait que sa conscience républicaine est blessée. On a également pu entendre du côté de LREM Richard Yung qui a jugé que cet article est directement issu du programme de l'ex-candidat de la droite, François Fillon. Et puis actuellement, on est en train d'entendre Roger Karoutchi qui, lui, défend le principe d'une politique de quotas. Cela depuis des années, lui qui est rapporteur du budget immigration dans le projet de loi de finances depuis des années. Eh bien, je vous le rappelle, il y a toujours 540 amendements à débattre et les sénateurs commencent tout juste à faire ce travail. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions. À présent, je vous propose de revenir sur les temps forts de cette discussion générale du projet de loi Asile et Immigration, les temps forts de la séance sélectionnée par Alexandre Poussard. Sur ces questions sensibles, je crois que nous serons tous d'accord au sein de cette Haute Assemblée pour souligner qu'on ne se saurait se soumettre aux diktats de l'image et de la peur. Oui, pour penser des solutions pertinentes aux défis migratoires, il convient de se fonder sur une analyse objective de ce qu'est la situation. Aussi voudrais-je commencer ce discours en vous livrant quelques données précises. Commençons par la situation européenne. Après avoir atteint des sommets historiques, avec 1,3 million de demandes en 2015 et 1,2 million de demandes en 2016, la demande d'asile sur notre continent européen a diminué de moitié l'année dernière pour s'établir à 600 000. Les franchissements illégaux des frontières extérieures de l'espace Schengen s'établissent, eux, à un niveau certes élevé, 205 000 en 2017 selon Frontex, mais sans commune mesure avec les chiffres constatés il y a encore quelque temps, c'est-à-dire 1,8 million de franchissements en 2015. Toutefois, il convient d'adopter une vraie vigilance, car on constate depuis quelques mois une forte recrudescence des flux migratoires sur la route orientale et la route occidentale. Un épisode par ailleurs comme celui que nous avons vécu la semaine dernière avec l'Aquarius a par ailleurs révélé que la route migratoire de Méditerranée centrale, si elle est moins empruntée qu'auparavant, demeure encore très active. La crise migratoire est donc en Europe loin d'être terminée. Mais pour ce qui est de la France, la situation est encore plus préoccupante, car on observe une évolution à contre-courant de celle que je viens de décrire. La demande d'asile dans notre pays s'établit en effet à un niveau de 100 000 demandes pour l'année 2017, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Elle était, pour mémoire, de 50 000 en 2010. Notre territoire est de plus en plus exposé à des flux secondaires de dizaines de milliers de personnes qui, s'étant vu refuser l'asile dans un autre pays européen, viennent tenter leur chance sur notre sol. Les conséquences de cette situation, vous les voyez, vous les vivez au quotidien sur vos territoires. Notre dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile est saturé, alors même que le nombre de places disponibles a doublé en quelques années, passant de 44 000
en 2012 à 80 000 aujourd'hui. Le système en parallèle d'hébergement d'urgence, qui a lui aussi doublé, passant de 80 000 à 138 000, ne permet pas d'absorber la demande. Résultat, au cœur de nos villes, grandes et moyennes, se multiplient des campements de fortune où, pour les migrants, les conditions de vie sont très difficiles et qui, pour les riverains, sont hélas générateurs d'importantes nuisances, voire de troubles à l'ordre public. Lors de la campagne présidentielle, le président de la République avait pris l'engagement fort de réduire à 6 mois en moyenne le délai d'instruction de la demande d'asile, avec la volonté, soulignait-il, de permettre à ceux qui obtiendront une protection de commencer rapidement leur parcours d'intégration dans la société française, et en même temps de faire en sorte que ceux qui seraient déboutés puissent être éloignés du territoire sans avoir perdu leur lien avec leur pays d'origine. Eh bien, ce sont ces objectifs qu'en présentant ce texte, le gouvernement poursuit. Ce projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a fait l'objet d'une large adoption par les députés le 22 avril dernier. À l'issue de débats qui se sont tenus pendant près d'une semaine, les députés sont parvenus, nous le croyons, à l'adoption d'un texte équilibré. Le projet de loi a ensuite été largement amendé lors de son examen le 6 juin par votre commission des lois, et je veux saluer bien sûr le rapporteur François-Noël Buffet. Certains enrichissements vont dans le bon sens, à notre avis, et le gouvernement proposera qu'ils soient conservés. Il est en revanche des mesures qui, de nature à remettre en cause l'équilibre du texte entre humanité et efficacité, recevront de notre part un avis défavorable. Sur ces points les plus symboliques, le gouvernement a déposé des amendements qui soit tendent à revenir à l'esprit du texte initial, soit proposent de supprimer certaines dispositions avec lesquelles le gouvernement ne peut marquer son accord. Nous ne désespérons pas, bien sûr, à l'occasion de l'examen en séance publique cette semaine, de vous en convaincre. Votre commission des lois a, par exemple, souhaité supprimer les dispositions portant de 1 à 4 ans la durée des titres de séjour délivrés aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides, et revenir sur la possibilité pour les frères et sœurs d'un réfugié mineur, et je parle bien d'un réfugié reconnu comme tel au titre de l'asile, de le rejoindre. Sur ce sujet, je voudrais d'ailleurs bien préciser, puisqu'un procès nous a été fait à l'Assemblée nationale, que cela ne concernera que les mineurs réfugiés, c'est-à-dire quelques centaines de mineurs par an, et qu'il ne faut pas confondre ce public avec les mineurs non accompagnés pris en charge par les conseils départementaux au titre de l'aide sociale à l'enfance. La portée de cette disposition ne doit donc pas être surestimée. Le gouvernement ne peut évidemment l'accepter, car c'est, vous le savez tous, la grandeur de la France que de proposer de telles mesures qui, ciblées sur les personnes les plus vulnérables, sont conformes à la grande tradition d'accueil qui est celle de notre pays. Il y a ensuite des mesures dont la portée opérationnelle ne me semble absolument pas garantie et qui emportent plus d'inconvénients juridiques que d'avantages. Je pense par exemple à la volonté de faire en sorte que le rejet de la demande d'asile vaille obligation de quitter le territoire français, au QTF, qui me semble entraîner une certaine forme de confusion entre, d'une part, la portée de la décision prise par l'OFPRA ou la CNDA et, d'autre part, les prérogatives de l'autorité administrative. Je pense également à l'instauration des quotas qui ne furent pas mis en œuvre sur les précédentes législatures, alors même que les occasions n'auraient alors pas manqué de le faire lors des nombreuses modifications du droit des étrangers dont le Parlement avait été saisi. Comment le gouvernement pourrait-il
là aussi, accepter une telle mesure dans la mesure où la limitation du droit au regroupement familial qu'une mesure de quota occasionne est directement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier son article 8 qui reconnaît le droit à une vie familiale normale. De même, vous proposez de supprimer l'aide médicale d'État et de la remplacer par une aide médicale d'urgence dont le panier de soins serait plus réduit. Là aussi, le gouvernement ne saurait admettre une telle régression des droits des personnes qui aurait pour conséquence, en réduisant les soins accordés aux étrangers, fussent-ils en situation irrégulière, d'accroître les risques pour la santé publique d'une manière générale. Sur de tels sujets, le gouvernement marquera de manière ferme et déterminée son opposition. Enfin, des mesures ont été adoptées par votre commission qui auraient pour conséquence d'allonger les délais d'instruction du droit d'asile et d'amoindrir l'efficacité des politiques d'éloignement, qui vont à l'encontre de deux objectifs que pourtant, je crois, nous partageons avec la majorité sénatoriale. Je pense, par exemple, au maintien à 1 mois de délai de recours devant la CNDA, là où le gouvernement souhaite, lui, le faire passer à 15 jours. On ne peut, je crois, vouloir à la fois la réduction des délais d'instruction du droit d'asile et vous le voulez et refuser, je crois que vous le voulez, la réduction du droit, et refuser cette mesure qui a été très encadrée par l'Assemblée nationale. Autre sujet, la suppression de la possibilité de demander l'asile au retour pour les personnes en rétention. Là encore, on ne peut pas vouloir améliorer l'efficacité des politiques d'éloignement et rejeter cette mesure qui est de nature à augmenter significativement le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français. Notre responsabilité à nous, la France, est de porter une ligne empreinte de fermeté et de justice, d'efficacité et d'humanité, fidèle aux valeurs de la République et fidèle aux valeurs de l'Europe et dont l'Europe a bien besoin aujourd'hui. Voilà l'enjeu à la hauteur duquel nous devons nous hisser. Nous sommes regardés par les Français, par nos partenaires, par les Européens. Je suis convaincue, mesdames et messieurs les sénateurs, que nos débats seront à la mesure de la responsabilité qui est celle de la France aujourd'hui. Je vous remercie. Je voudrais rappeler peut-être que les mesures relatives à l'asile se résument finalement à une longue succession d'ajustements techniques et procéduraux, et que par ailleurs, les dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière proposent quelques adaptations bienvenues, notamment la vidéo-audience que nous conservons, et réduite au minimum sur le volet intégration, qui se résume à de l'affichage pour ce que nous en pensons et dépendra en fait du sort que le gouvernement réservera ou a réservé au rapport qui a été confié aux députés Taché à l'Assemblée nationale. Sur le fond, les enjeux européens et internationaux des politiques migratoires sont totalement ignorés. Aucune mesure n'est prévue pour faire pression sur certains de nos partenaires, notamment pour l'obtention de laissez-passer consulaires, ni pour encourager la participation de la France au mécanisme de solidarité européen. Enfin, la dimension migratoire de nos territoires ultramarins et de Mayotte en particulier sont éludées. Les mineurs étrangers ont été les grands absents du texte. Rien ne répond aux problématiques posées par la crise en charge des mineurs non accompagnés, alors que les départements sont en première ligne et qu'ils ont besoin d'une action forte de l'État. De même, ni le gouvernement ni les parlementaires de la majorité à l'Assemblée n'ont eu le courage de traiter la situation des mineurs placés en centre de rétention avec leurs familles, ouvrant même la possibilité de les retenir 3 mois dans des lieux totalement inadaptés. L'intégration est le parent pauvre, je l'ai déjà dit, de ce texte. La formation linguistique à destination des étrangers en situation régulière est en moyenne de 148 heures, contre 242 heures en 2012. Même si le gouvernement doutait du nombre d'heures de français, nous serions très loin de l'Allemagne, doublait le nombre d'heures de français, nous serions très loin de l'Allemagne qui dispense 600 heures de formation linguistique aux étrangers primo-arrivants et jusqu'à 900 heures pour les réfugiés. Alors, face à ce texte tel qu'il est arrivé de l'Assemblée, le Sénat et la Commission des lois ont essayé d'apporter une sorte de ligne directrice. Cette ligne directrice se traduit de la manière suivante. Tout d'abord, une volonté très ferme en matière de traitement de l'immigration irrégulière, mais aussi la volonté affichée de préserver les droits accordés en matière d'asile et de respecter les procédures
et puis enfin de conforter le secteur de l'intégration qui jusque-là n'était pas évidemment traité, sans parler que la Commission a rajouté bien évidemment des éléments sur le traitement des mineurs, mais aussi sur la situation ultramarine de Mayotte. Sans rentrer dans un détail trop grand, puisque les débats nous permettront d'aborder les choses, sur l'immigration irrégulière, je voudrais rappeler que la Commission des lois a décidé à nouveau un débat au Parlement chaque année, a décidé de resserrer les conditions du regroupement familial, oui, de transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, de mieux identifier les secteurs économiques en manque de main-d'œuvre, mais également pour les réfugiés de maintenir, oui, le délai d'appel d'1 mois et non pas de le réduire à 15 jours, parce qu'en réalité, il n'y a aucun gain sur la rapidité et sur l'efficacité du traitement de l'immigration de vouloir réduire ce délai. C'est, de mon point de vue, en tous les cas, un leurre. De compléter évidemment la définition des pays d'origine sûrs et enfin de mieux protéger les mineurs. Je pense en particulier à ceux qui ont des risques de mutilation sexuelle. Enfin, je voudrais insister sur le fait que nous avons ramené aussi les collectivités locales dans le débat, puisqu'elles seront sollicitées à travers les schémas d'hébergement régionaux, et que par ailleurs, au sein de l'OFII, il est utile que les collectivités soient représentées désormais, compte tenu des évolutions de compétences. Sur l'intégration, il faut mieux accueillir, peut-être même certainement moins accueillir, mais se donner les moyens de mieux accueillir. Redonner du sens au contrat d'intégration républicain, associer Pôle emploi au dispositif, certifier le niveau de langue de français à un très bon niveau dans le cadre du contrat d'intégration je vous prie de m'excuser, et puis bien évidemment de réaffirmer la compétence de l'OFII pour les visites médicales des étudiants étrangers. Cela nous paraît également absolument nécessaire. Je terminerai par la lutte contre l'immigration irrégulière. Sur ce point-là, on nous reproche, et je lis de ci, de là, que nous avons durci le texte. Bien sûr que nous avons durci le texte. C'est un choix. C'est un choix qui est que vous ne pouvez pas avoir une immigration régulière et un traitement de l'asile qui soit fait dans de bonnes conditions au profit de ceux qui doivent en bénéficier si l'on n'est pas capable d'avoir un discours ferme à l'égard de ceux qui viennent irrégulièrement sur le territoire et qui veulent y rester. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu que toute demande d'asile, refus de demande d'asile à caractère définitif vaudra obligation de quitter le territoire national. C'est pour ça que nous demandons et nous disons qu'il faut que le gouvernement négocie le nombre de visas long séjour avec les pays sources en fonction des laissez-passer consulaires qui nous sont accordés. Sinon, il n'y aura pas d'efficacité et tout le monde le sait sur l'ensemble de ces bancs. Qu'il faut réorganiser la rétention administrative, bien sûr. Moins sur la durée que sur le séquençage absolument nécessaire. L'intervention du JLD à 5 jours me paraît absolument nécessaire. Enfin, nous avons évidemment complété le texte en indiquant qu'il fallait sanctionner plus sévèrement les étrangers délinquants, bien évidemment, mais surtout refuser d'affaiblir le délit d'aide à l'entrée au séjour irrégulier sur le territoire, tel que cela a pu être fait à l'Assemblée nationale. Enfin, je terminerai sur les mineurs étrangers. Nous interdisons explicitement le placement en rétention de mineurs isolés. Nous limitons à 5 jours la durée de rétention des mineurs accompagnants. Je rappelle qu'aujourd'hui, une famille peut être placée en rétention avec ses enfants pour une durée équivalente à la durée de la rétention théorique. 45 jours aujourd'hui, 90 jours peut-être demain. Ce n'est pas acceptable et nous avons pris le choix de dire c'est 5 jours maximum, pas plus. Afin de respecter l'ensemble des enjeux et cette décision a été prise. Enfin, de créer un fichier national biométrique des personnes déclarées majeures à l'issue de leur évaluation par un département. La situation, tout le monde le reconnaît, est extrêmement compliquée. Les départements ont besoin d'avoir ce fichier à disposition pour eux afin d'éviter les difficultés qu'ils rencontrent, à savoir les demandes multiples selon les départements. Ce fichier est absolument nécessaire. Et enfin, j'en terminerai, Monsieur le Président, je dépasse mon temps de parole, pour regretter 2 choses. D'abord, dans ce débat, l'absence de l'Europe. C'est quand même le sujet fondamental. Le deuxième point, c'est que les relations internationales, finalement, au-delà de l'Europe, sont peu abordées, je l'ai dit, notamment à travers les accords bilatéraux en matière d'obtention de laissez-passer consulaires. C'est bien sûr Mayotte, mais nous apporterons une solution sur les amendements qui sont déposés par notre collègue Thani Mohamed Soilihi. Et puis enfin, tous les projets les plus magnifiques sont parfaits, à condition qu'il y ait de l'argent sur les comptes. Il n'y a pas de moyens budgétaires prévus dans ce texte. Je crains que l'efficacité telle qu'elle est prévue ne soit pas au rendez-vous. Merci. Nous allons maintenant passer à la discussion de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Madame la présidente Éliane Assassi
Plusieurs de ses collègues ont déposé une motion distribuée, elle porte le numéro 2, et elle tente à opposer l'exception d'irrecevabilité au texte en discussion. La migration est un phénomène aussi ancien que l'humanité. Nous n'empêcherons pas les femmes et les hommes de migrer, d'autant moins que les conflits internationaux, l'ordre économique libéral et les bouleversements climatiques font de notre monde un monde de réfugiés. Renforcer les opérations de police aux frontières et la politique d'expulsion ne changera rien à cet état de fait. Car ces femmes et ces hommes qui migrent ne le font sûrement pas pour le bénéfice de telle ou telle aide sociale qu'ils compareraient selon les pays. Madame la ministre, lorsqu'on essaie de fuir la violence, la torture, la guerre, la famine, les catastrophes écologiques, quitter son pays, sa famille, ses amis parfois, est une vraie souffrance. Pourtant, rien ne décourage ces femmes et ces hommes qui cherchent simplement à vivre ailleurs, car contraints. Rien. Pas même la violence des frontières qui se ferment devant eux. La fonte des neiges dans les Alpes nous l'a récemment révélé en laissant derrière elle les dépouilles de corps de migrants contraints d'emprunter des détours en pleine montagne. Les mêmes que certains extrémistes nationalistes chassaient fièrement à bord d'hélicoptères il y a peu, les mêmes que d'autres citoyens plus fidèles aux valeurs de notre République aident en toute fraternité avant d'être traînés devant les tribunaux. C'est que cette conception de la politique migratoire s'inscrit dans un projet plus global. Vous vous attaquez à la solidarité des Français envers les étrangers comme vous montez les Français les uns contre les autres pour servir les intérêts d'une politique et de libéralisation et de casse des valeurs républicaines, droit d'asile compris. L'attitude de la France, de l'Europe, met en danger les migrants et laisse les citoyens et les associations gérer l'urgence humanitaire. C'est ainsi que 629 femmes et hommes rescapés repêchés en mer par l'Aquarius n'ont trouvé l'accueil ni en Italie, ni en France. 629 femmes et hommes qui ne sont rien et qui méritent sans doute d'être responsabilisés, mis au pas comme le sont les Français sous le régime de la République en marche. De son côté, le Conseil européen devra fin juin une nouvelle fois prendre acte de l'échec de sa politique migratoire et repenser ses orientations non suivies. Pour rappel, la France s'était engagée en 2015 à accueillir 30 750 personnes sur la période 2015-2017. Or, aujourd'hui, seules 4 278 personnes ont été relocalisées. Car pour le moment, l'heure n'est pas à l'apaisement, comme l'a déclaré Emmanuel Macron, puisque juste après sa rencontre avec le chef du gouvernement italien, l'Italie refusait une nouvelle fois l'accès de ses ports à des bateaux d'ONG. Aujourd'hui, Madame la Ministre, l'émotion et la colère sont d'autant plus forts et légitimes que votre texte enfreint un certain nombre de principes fondamentaux, à commencer par le droit d'asile, qui fait partie intégrante de l'histoire démocratique française. Premièrement, le texte, en son article 5, entrave le dépôt de la demande d'asile dans un délai raisonnable et ne permet pas la bonne information des demandeurs d'asile quant au sort qui leur est réservé. Deuxièmement, l'article 6 porte gravement atteinte au droit au recours effectif des demandeurs d'asile, avec la réduction du délai pour exercer un recours devant la CNDA, le gouvernement souhaitant rétablir par voie d'amendement la réduction à 15 jours supprimée en commission des lois. Cette réduction excessive des délais conduit à une justice expéditive. Pourtant, le 2 février 2012, la Cour européenne des droits de l'homme rendait un arrêt de condamnation à l'encontre de la France, considérant que la procédure prioritaire alors prévue pour l'examen de certaines demandes d'asile n'était pas conforme au droit au recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Troisièmement, l'article 8 du projet de loi met fin au caractère suspensif de certains recours devant la CNDA. Celui-ci étant pourtant consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993, considérant que le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d'une manière générale que l'étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Quatrièmement, la possibilité d'imposer aux demandeurs d'asile tout au long de la procédure une langue qui n'est pas la sienne, sans que soient respectées ni les garanties procédurales européennes, ni le droit de tout justiciable à être entendu dans une langue maîtrisée. Cinquièmement,
En plus d'entraver davantage la procédure d'examen de la demande avec la fin de la notification des convocations et décisions par lettre recommandée, le texte prévoyant qu'elle puisse se faire par tout moyen, le gouvernement ne respecte pas le principe de confidentialité que le Conseil constitutionnel a érigé au rang de garantie essentielle du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle. Sixièmement, le projet de loi supprime le caractère facultatif de la visioconférence en l'imposant aux justiciables. Une généralisation, là encore, parfaitement contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, saisi notamment de la question du recours à la visioconférence pour les audiences de prolongation de rétention administrative. Les sages ont jugé, dans une décision du 20 novembre 2003, que cela était conforme à la Constitution à la condition qu'il soit subordonné au consentement de l'étranger. C'est exactement ce que le texte supprime. Toutes ces dispositions anticonstitutionnelles illustrent la dangerosité d'un tel texte pour notre démocratie, d'autant plus qu'elles sont contraires aux normes supranationales, que ce soit la Convention de Genève ou la Convention internationale des droits de l'enfant. En effet, sur ce dernier point, conformément aux obligations de la France relatives à l'intérêt supérieur du mineur, rappelées à plusieurs reprises par le Comité des droits de l'enfant des Nations unies, la Cour européenne des droits de l'homme, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Comité consultatif national d'éthique et l'Académie nationale de médecine, ce projet de loi aurait dû supprimer toute possibilité de maintenir des mineurs en zone d'attente ou en centre de rétention administrative, quelle que soit leur nationalité, afin qu'ils soient admis dignement sur notre territoire et mis sous la protection de l'aide sociale à l'enfance. Je l'affirme avec force, un mineur, même étranger, n'est pas un migrant, c'est un enfant, et ce, jusqu'à l'âge de sa majorité. Nous lui devons donc aide et protection, et le Sénat s'honorerait en supprimant l'article 15 quater sur la durée de placement en rétention pour 5 jours des familles. Donc, qui dit famille, dit enfant. Les mesures d'enfermement pour les majeurs posent également question, comme la facilitation de la rétention administrative, notamment des dublinés qui n'ont commis aucun délit, alors même que la France a déjà été condamnée 6 fois par la Cour européenne des droits de l'homme à cause de ses conditions de rétention. Autre atteinte excessive aux droits fondamentaux des demandeurs d'asile, le droit inconditionnel à l'accueil et au maintien en hébergement d'urgence de toutes les personnes au regard du seul critère de la détresse, auquel contrevient l'article 9 du présent projet qui vient légaliser la circulaire Collomb de décembre 2017, tant décriée. Hélas, la liste des principes fondamentaux remis en cause par ce projet est encore longue, nous y reviendrons dans le débat. Nous ne nous faisons pas d'illusions, mes chers collègues, quant au sort de notre motion d'irrecevabilité qui sera rejetée. Mais nous souhaitions attirer votre attention et celle du Conseil constitutionnel sur ces points. Nous participerons au débat, en insistant notamment sur le caractère universel du principe constitutionnel d'égalité qui ne saurait tolérer la moindre distinction entre ressortissants nationaux et ressortissants étrangers s'agissant de la garantie des droits fondamentaux attachés à la personne humaine. Vous avez souhaité déposer une motion d'exception d'irrecevabilité, Madame la Présidente Assassi, en raison des graves difficultés constitutionnelles que comporterait ce texte. Vous l'aurez compris, nous ne partageons pas votre analyse et je vais m'en expliquer. La commission des lois du Sénat, après un examen minutieux du texte, propose un projet amélioré, détaillé et argumenté qui, en tout état de cause, respecte le droit d'asile auquel nous sommes forcément attachés. En effet, le rapporteur a trouvé un juste équilibre entre l'amélioration du traitement des demandes d'asile et des conditions réalistes du droit de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dont l'activité ne cesse de croître ces dernières années. Je souhaite le rappeler, le gouvernement a voulu réduire le délai de recours des demandeurs d'asile de 30 à 15 jours. Jugé attentatoire aux droits des demandeurs d'asile et qui plus est inefficace pour lutter contre l'immigration irrégulière, notre rapporteur a décidé de supprimer cette diminution drastique. La réduction à 15 jours semble d'autant plus inenvisageable que l'organisation actuelle de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas optimale et mérite d'évoluer. Je souhaiterais également attirer votre attention sur un point particulier des apports de la Commission qui me tient à cœur, celui des mineurs isolés. Je tiens à féliciter la Commission pour sa prise de position sur ce sujet,
L'interdiction de placement en rétention des mineurs isolés est une avancée majeure. Le contrôleur des lieux de privation de liberté l'a d'ailleurs rappelé et appelé de ses vœux. L'encadrement du placement en rétention des mineurs accompagnant leurs familles, réduit à 5 jours, alors qu'aujourd'hui ces familles peuvent être placées en rétention jusqu'à 30 jours, est également une avancée majeure en termes d'humanité. Ces décisions courageuses étaient nécessaires pour protéger les plus vulnérables et je tiens à saluer à cet instant notre rapporteur. Je vais mettre aux voix la motion numéro 2 de Madame la Présidente Éliane Assassi, et je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE. L'avis de la Commission, je vous le rappelle, est défavorable, celle du gouvernement est défavorable. Je vais appeler nos deux secrétaires, notre collègue Bocquet et notre collègue Catherine Deroche, secrétaire du Sénat, pour superviser les opérations de scrutin. Article 56 de notre règlement. Nombre de votants 346, nombre de suffrages exprimés 346, pour l'adoption 92, contre 254. Le Sénat n'a pas adopté. C'est la fin de Sénat 360. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais nos éditions spéciales projet de loi Asile et Migration se poursuivent sur Public Sénat avec notamment Rebecca Fitoussi et son émission On va plus loin. Très bonne suite des programmes à vous.